Ça va avec vous pour un 17e épisode de la balado. Grosse semaine! Grosse semaine parce que ceux qui écoutaient l'épisode quand il sort le samedi, ben sachez que ce soir, je serai à Sherbrooke, à la Petite Boîte Noire avec Coralie Laperrière pour une représentation du Vieil Homme et la Mer. Et en plus, je serai DJ ensuite, toujours à la Petite Boîte Noire pour une soirée dansante. Donc, ça a été toute une semaine, préparer, se remettre dans les textes, essayer de les moderniser, garder ça pertinent. La dernière fois que j'ai fait le spectacle, c'est cet été. Alors, voilà, puis je me suis arrangé pour terminer cet épisode-là qui va être assez passionnant parce que j'ai rencontré Christophe Allaire-Sévigny qui a publié au mois d'octobre une enquête. C'est ça qu'on disait à la fin de l'entrevue. Les micros étaient fermés, puis là, il me disait « Ouais, c'est un essai, mais en même temps, c'est une enquête. » C'est 5 ans de travail sur la ségrégation scolaire au Québec. Pour vrai, je pense que vous allez beaucoup apprécier cette entrevue parce qu'on a réussi à identifier vraiment ce qui ne fonctionne pas dans le réseau avec une plongée historique aussi. Pourquoi on est en arrivé là? Il y a des dates, il y a des jalons dans l'histoire moderne du Québec qui font en sorte qu'aujourd'hui, on a un système scolaire à 3 vitesses. Christophe Allaire-Sévigny est sociologue de formation et professeur de sociologie au cégep de Sherbrooke. Mon Dieu, c'est la semaine Sherbrookeoise. Puis voilà. En plus, moi, j'étais en parallèle dans mes 3 cours universitaires qui sont extrêmement passionnants. Alors, ça a été toute une semaine et vraiment, je suis content de cette entrevue. Et en plus, je me suis rendu au Théâtre de la Licorne pour aller parler à Catherine Léger et à Steve Laplante. Catherine Léger qui signe en fait le texte de la pièce Changer de vie qui est présentée à la Licorne, mise en scène par Philippe Lambert, et Steve Laplante joue dans la pièce. Alors, je suis allé voir la pièce aussi. Je suis allé la voir quand? Je suis allé la voir mardi? Ouais, non. La semaine... attends, mon Dieu, je suis perdu dans mes jours. En tout cas, j'ai allé voir la pièce et j'ai parlé avec Catherine et avec Steve. C'était vraiment le fun. J'aime bien ça. Ce partenariat-là avec le Théâtre de la Licorne qui me permet de parler de théâtre, mais vraiment à la façon de la balado. Donc, on essaie de faire un peu autrement, sortir un peu des entrevues habituelles, mais en même temps, donner le goût aux gens d'aller voir la pièce. Puis j'espère qu'on a réussi. Alors voilà, c'est le menu de ce 17e épisode de la saison 8. Bonne écoute. Christophe Allaire-Sévigny, vous avez publié... Quand est-ce que c'est sorti Séparés mais égaux? 1er octobre OK. 2025. Enquête sur la ségrégation scolaire au Québec. Ça fait longtemps qu'on s'écrit. J'aurais dû vous inviter avant, mais je vais vous dire, bien honnêtement, il n'y a rien qui me fait plus... Il n'y a rien qui m'indigne autant que la situation du système scolaire québécois. Puis votre livre ne m'a pas aidé à me calmer. Puis pour vrai, j'étais trop en crise pour vous inviter plus tôt. Et là, je me suis dit, dans le temps des fêtes, il faut que je finisse, il faut qu'ils viennent. C'est trop important, mais c'est extrêmement décourageant. Puis en même temps, non, parce que votre livre sert aussi à ce qu'on se secoue collectivement. Mais avant, parlez de vous un peu, votre parcours. Ouais, ben en fait, d'où sortez-vous? D'où sortez-vous? Je suis un illustre inconnu qui sort des cantons de l'Est. Oui. Non, mais c'est ça, moi je suis sociologue de formation. Ouais. J'ai fait des études à l'Université Bishops, puis ensuite à l'Université Carleton à Ottawa. Donc j'ai fait mon parcours en anglais, même si je suis francophone. Oh, ouais, c'est correct. Et c'est correct. Et puis... ça va. Puis j'ai travaillé surtout sur l'immigration humanitaire. En fait, c'était mon premier champ de recherche sur l'intégration, la réinstallation des réfugiés. Puis ça a été ça pendant un bout. Et puis, j'ai commencé à enseigner au cégep il y a une dizaine d'années. Et là, j'ai commencé à m'intéresser aux questions d'éducation. J'ai 4 enfants. Donc là, par la force des choses, on est obligé de s'intéresser à ces choses-là. Ben, en fait, oui, c'est ça. On y est confronté. Tout à fait. Ouais. Et le déclic, parce que là, bon, il y a quelque chose de percutant parce que vous, très tôt dans votre essai, vous offrez votre grille, en fait, d'analyse part du concept de la ségrégation aux États-Unis. Ouais. Séparés mais égaux. Ouais. Ça fait partie... peut-être nous remettre en contexte, mais est-ce que ça a coincé sur le plan de la... Je dirais pas de la méthodologie, mais j'imagine que vous vous êtes posé la question, est-ce que ça va être reçu correctement? Est-ce qu'on peut transposer, en fait, ce qui se passe? Non, c'était assez audacieux, mais il faut dire qu'au départ, c'était pas ça qui m'intéressait tout à fait. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là, c'est autour de 2016-2017. Okay? Ouais. Là,
en même temps que mon garçon, on me disait qu'il fallait que je magasine une école pour lui. On me demandait à quelle école j'allais l'envoyer. Puis ça, au secondaire? Au secondaire. Ouais. Il était en 6e année. Puis là, ce que je comprenais, c'est que j'étais un peu en retard. Il aurait fallu que je commence à penser à ça pendant qu'il était en 5e année. Allô? Puis là, moi et ma conjointe, on tombait un peu des nues parce que moi, je viens d'une ville où tu choisissais pas ton école. C'était ton code postal. Il disait, tu vas à telle polyvalente. Puis c'est ça qui se passe. Puis ma conjointe aussi. Et là, j'apprenais avec stupéfaction que là, je devais magasiner. Là. Il y avait des choix, puis il y avait des choix à faire. Et, si vous avez l'avenir de votre enfant à cœur. Ah, tout à fait. Et voilà. Mais là, vu que je suis quelqu'un qui est à l'université, qui a des amis qui sont enseignants, là, on me disait, là, il faut absolument que tu choisisses l'école secondaire. Donc ça arrivé autour de 2016. Et à peu près en même temps, le Conseil supérieur de l'éducation sort son rapport qu'on cite assez régulièrement, dans lequel les médias, à l'époque, titrent le Québec a le système scolaire le plus inégalitaire au Canada. Ouais. Et là, je commençais à tomber un peu en bas de ma chaise parce que je vivais encore dans le mythe là, qu'on vivait. Le Québec était une social-démocratie, notre système d'éducation, c'était assez merveilleux. Puis la révolution tranquille. Vous avez Guy Rocher comme idole. Ben en fait, oui, mais ça s'est construit tranquillement, pas vite. Oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, je ne dis pas de façon péjorative. Non. Du tout, là. Non, mais on l'a tous un peu comme idole. Comme idole, c'est peut-être pas le bon terme. Ouais, mais en même temps, c'est dur d'être plus redevable à quelqu'un, moi qui est Canadien, Français d'origine, qui est sociologue, qui enseigne dans un cégep, qui est allé dans une polyvalente. Non, c'est ça. Je veux dire, à un moment donné, il faut se rendre compte qu'on a hérité de quelque chose. Ouais. Puis donc, c'est ça. Puis là, à ce moment-là, le Conseil supérieur de l'éducation sort son rapport. Là, mes enfants, il faut que je magasine l'école, ça pose problème. Et là, Guy Rocher, justement, pas loin de ça, je pense en 2017, va écrire un texte dans lequel il parle de ségrégation scolaire. Il dit il y a un problème avec le système scolaire, il y a de la ségrégation dans l'école. Et je vais vous avouer, Fred, que ce mot-là, il m'a fait peur au départ. J'ai dit, Seigneur, parce que je pense que des fois, en critiquant, on finit par utiliser des mots qui sont peut-être trop forts, puis là, on perd de la crédibilité. Puis là, en même temps, Guy Rocher, on ne peut pas y reprocher de ne pas être crédible. Non. Mais je trouvais que c'était un peu fort, puis à l'époque, on nommait cette chose. On peut pas dire que c'est un démagogue. Non, c'est ça, on peut pas dire ça. Puis, on commençait à parler d'école à 3 vitesses. Je trouvais que le terme disait bien les choses, on réussissait à comprendre assez bien. Et éventuellement, j'ai commencé à m'intéresser à ça un peu plus sérieusement, puis j'ai décidé d'en faire un projet, là, qui était d'abord un projet de recherche plus au début, c'est le père qui a été interpellé et le sociologue embarqué, dans cette analyse-là. Oui, puis c'est aussi le prof qui a été embarqué aussi, parce que pour expliquer la notion de groupe en classe, dans un cours d'initiation en sociologie, je leur demandais de réfléchir à la cartographie sociale de leur école, pour m'expliquer les gangs. Puis là, essayer de réfléchir à... les gens ne sont pas répartis dans l'espace à distance équidistance, sauf peut-être pendant la pandémie, mais sinon, il y a des gangs, puis c'est quoi ces gangs-là? C'est pas tout le monde qui en plus. Puis là, il y a des gangs, puis là, ces gangs-là, il y a des logiques d'inclusion, d'exclusion, il y a des hiérarchies. Puis là, je donnais un peu des exemples de mon époque à moi. Il y avait les skaters, ils fumaient la cigarette dehors, tu avais les sportifs, tu en avais au sous-sol, ils jouaient à Donjon Dragon. Puis là, il y avait des... Les troglodytes. Et voilà, puis là, il y avait des inégalités un peu, il y avait des plus cool, des moins cool. Puis là, je leur ai demandé de réfléchir à ça. Et en écoutant leurs réponses, j'étais fasciné parce que là, tout d'un coup, c'était plus vraiment les mêmes catégories qui étaient utilisées. Ceux qui venaient des écoles publiques, particulièrement des écoles publiques avec des programmes particuliers, les catégories qu'ils utilisaient, c'était les catégories institutionnelles. Donc, il y avait les sports-études qui étaient là, il y avait les réguliers en bas, il y avait les gens de théâtre, machin. Et là, ça me frappait un peu. Tout d'un coup, c'est comme si les gangs était institutionnalisé. Ce qui n'était pas notre cas à l'époque. En tout cas. Puis on parlait... Il y avait quelque chose de plus organique. Un peu plus organique. Avec ton look, ta sensibilité. Tout à fait. Puis les frontières étaient un peu moins rigides. En tout cas, moi, c'était mon expérience. C'est-à-dire, moi, je naviguais un peu d'une gang à l'autre. Je me suis promené pas mal. Tu sais, de Donjon Dragon. Moi aussi. J'ai pas été sportif, là, mais je me suis promené pas mal. Un peu sportif, un peu métal. Ouais, c'est ça. Fait que je me promenais un peu théâtre aussi. C'est ça. Ouais, puis on touchait un peu à tout. Puis dans nos classes, on était avec toutes sortes de gens différents. Et là, je voyais que c'était plus ça qui se passait. Donc là, le père, le sociologue, le prof de cégep commence à se poser des questions. Puis j'ai voulu d'abord faire un projet de recherche un peu
classique. Je regardais ce qui commençait à s'écrire sur cette situation-là et je voulais m'intéresser à comment les choix à l'école secondaire influençaient les choix rendus au cégep. Puis bon, j'ai commencé à faire des demandes d'accès à l'information pour des statistiques. Même, j'ai commencé un projet, la santé publique de l'Estrie. Ça intéressait parce que je voulais cartographier un peu les territoires des écoles, puis voir les territoires d'appartenance, puis après ça, essayer en cliquant sur un programme, voir les gens viennent d'où finalement dans la ville, pour voir à quel point il y a un découplement entre l'école et le territoire et des inégalités là, qui commencent à se creuser. Et on avait commencé à voir comment on pouvait traiter ces statistiques-là parce qu'il y avait des logiciels très puissants. Et là, il est arrivé la pandémie. Et tout d'un coup, mon petit projet de statistique sociale, il a pris le bord. La santé publique était occupée ailleurs. Et voilà, il fallait aplatir la courbe puis manger des tartelettes. Et donc là, et là, je me suis retrouvé pendant la pandémie à me dire, mais il faut vraiment faire quelque chose avec ça. Puis je me rendais compte que ma force, moi, tu sais, l'enseignement collégial, la sociologie que je pratique, c'est une sociologie beaucoup de vulgarisation, puis une sociologie publique. Oui. J'ai toujours été inspiré par ça. D'initiation aussi. C'est souvent le premier contact que les étudiants ont avec ces sciences-là. Tout à fait. Et là, je voyais que ma force, c'était peut-être pas d'aller chercher des subventions pour faire comme si j'étais à l'université. C'était peut-être de faire autre chose. Puis là, j'ai décidé d'utiliser le médium du balado, qui est quelque chose que j'aimais beaucoup, écouter des balados. Et j'ai commencé à travailler, à essayer de voir comment on fait ça un balado, regarder des vidéos YouTube. J'ai vraiment, moi, le balado, c'était à distance sociale, carnet d'un sociologue ambulant. Tout à fait. Je trouvais ça drôle, sociologue ambulant, parce qu'on était confinés. Je trouvais ça drôle d'avoir à promener, mais en même temps, c'était d'amener la sociologie, voir les gens. Parce que moi, la sociologie que je pratique, que j'ai développée, puis sur laquelle j'ai été formé, c'est une sociologie très près d'une sociologue qu'on connaît peu au Québec, qui s'appelle Dorothy Smith, puis elle a développé ce qu'elle appelle l'ethnographie institutionnelle. Puis l'ethnographie, si j'avais à le résumer très brièvement, c'est une sociologie qui ne s'intéresse pas à expliquer les gens, mais qui s'intéresse à partir de l'expérience des gens de comprendre les relations structurantes, sociales, les relations de pouvoir. C'est que n'importe quelle expérience vécue est un accès vers des relations sociales qui nous dépassent. Parce que souvent, ce qui structure notre quotidien se passe pas tout à fait dans notre quotidien, il se passe ailleurs. Et là, à partir de l'expérience vécue, on peut retracer les relations de pouvoir pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et moi, ça a toujours été ça qui m'a intéressé. Pas d'expliquer pourquoi les gens font ce qu'ils font, mais qu'est-ce que leur expérience nous renseigne sur comment le monde fonctionne. Et c'est là que j'ai décidé d'aller à la rencontre de profs, de parents, d'élèves pour essayer de comprendre leur expérience scolaire, puis à partir de là, essayer de découvrir comment ça fonctionne, cette affaire. Et ça, c'est une des forces de votre essai parce que entre les chapitres, il y a des témoignages, il y a des histoires, il y a des retours à la politique raciale, la Louisiane, entre autres, des choses comme ça. Et c'est vraiment intéressant. Et dès le début, assez tôt, vous racontez l'histoire de ces élèves qui regardent dehors, qui sont au régulier. Et là, ils voient d'autres étudiants de la même école qu'ils ne croisent pas, qui sont en train de faire de l'hébertisme dans un parcours neuf et ils n'y auront jamais accès. Non. Et ça, c'est un prof qui me décrit ça. Puis, en fait, c'est à partir de ce moment-là que tout d'un coup, la notion de ségrégation, pour moi, elle a fait sens. Parce que là, tout d'un coup, c'était pas une question de vitesse, l'enjeu, c'est qu'il y a une séparation des élèves, il y a une hiérarchie, il y a des inégalités. Et ces élèves-là, c'est le prof qui me racontait ça. Lui, il utilisait le mot aliénation. C'est le mot qui y venait parce qu'il voyait des jeunes que c'est leur école de quartier. Là. Et les jeunes qui s'amusent sur le parcours d'hébertisme, ils viennent de partout à travers la ville parce que leurs parents ont de l'argent puis ils ont voulu les mettre dans des programmes où ils pouvaient faire des découvertes de sport. Voilà. Et ils racontent ça, puis les jeunes ont une espèce de... sont quasiment déjà résignés, à 13-14 ans. L'école est en train de leur apprendre quelque chose. C'est pas les apprentissages formels qu'on voit dans la classe. Non. Ils sont en train d'apprendre quelque chose d'assez grave. C'est que leur place est différente de celle des autres. Ils n'auront pas les mêmes chances dans la vie, puis c'est de même que ça se passe. Et le prof en question me racontait ça, j'en avais un peu la chair de poule parce que là, c'est terrible, c'est violent. C'est une violence, en sociologie, on parle de violence symbolique. Là, il y a une violence, puis cette violence-là, elle va devoir se manifester quelque part. Puis des fois, elle se manifeste chez les jeunes qui la revirent contre eux-mêmes, puis des fois, elle se manifeste autrement. Mais bon. Et il y a de la résilience là-dedans. Il y en a qui vont dire, mais ça n'empêche pas, les meilleurs vont sortir du... Mais sauf que on part pas du même...
part pas égaux. Non, c'est ça. Puis ça, on sait. Et ça devrait être la mission du système d'éducation. En fait, non seulement ça devrait, mais c'est ce qui est écrit dans la loi sur l'instruction publique. C'est-à-dire que là, c'est là que je fais le travail dans mon livre d'aller voir c'était quoi les valeurs qui ont expliqué les transformations, la création du système scolaire, pourquoi on fait les choses pourquoi ça a été créé de cette manière-là. Et là, pour se rendre compte que là, puis là, ça, encore une fois, c'est peut-être une des fonctions de la sociologie, c'est de mesurer l'écart entre les visées des institutions telles qu'elles se définissent puis la réalité. Et là, l'écart devenait abyssal. D'ailleurs, vous donnez on vous donne des petits chiffres quand même, c'est important. Vous le rappelez assez tôt au secondaire, il y a 3 grandes filières. 60% fréquentent l'école publique ordinaire. Puis vous décrivez aussi tout ce qu'il y a derrière l'appellation ordinaire. 21% l'école privée et 19% programme pédagogique particulier. Fait que grosso modo, c'est 40% qui sont dans un programme non réguliers. Tout à fait. Qui sont dans des... On est presque à moitié-moitié, là. Dans des parcours sélectifs, disons, à peu près moitié-moitié. Puis là, ça, c'est à l'échelle du Québec. Puis là, il y a des variations régionales importantes. Tu sais, Montréal, on est peut-être à 34% au privé. Tu sais, il y a des différences. En Abitibi, il n'y a pas d'école privée. Et voilà. Il y a des régions où il n'y a pas d'école privée, tout simplement. Parce que les jeunes sortent du secondaire pour aller direct travailler dans la mine. Entre autres, des garçons. Oui, il y a d'autres endroits où il n'y a pas d'école privée, mais là, les projets pédagogiques particuliers servent cette différenciation sociale-là. Vous donnez l'exemple par rapport à la notion de vitesse je pense que c'est une participante de la commission jeunesse de la CAQ. Oui, c'est la présidente. La présidente qui témoigne pendant un congrès de Feu la CAQ, bientôt, qui, elle, n'a pas du tout de misère avec 3 vitesses, puis elle dit même, pour avoir 100 vitesses, pour que l'école réponde aux passions de tous. Ouais, c'est ça. Ça m'avait fait bien rire, puis il faut dire que c'est un discours qui est le même discours qu'on retrouve dans la bouche de François Legault et de Bernard Drinville par la suite. C'est vraiment un discours de spin doctors là, qui ont décidé, OK, il y a une critique des inégalités en éducation. Il y a des chialeux. Il y a des chialeux. Puis là, l'école à 3 vitesses, le monde commence à l'utiliser dans les médias de plus en plus. Il faudrait bien répondre à ça. Et là, la ligne, dans le fond, des relations publiques, c'est de dire, ben là, on peut pas être contre la vitesse, tu sais. Parce que qui est contre la vitesse? Qui voudrait ramener l'éducation à une seule vitesse? Donc lente. Donc lente, c'est ça, et tout à fait. Et donc nivelée vers le bas. Et ça c'est la ligne qu'on entend beaucoup. Alors que si on prend le temps d'y réfléchir, si on prend le temps de chercher, si on prend le temps de s'informer, on a un système qui nivelle vers le bas collectivement présentement. On ne s'élève pas collectivement du tout. Mais on va en parler tantôt. Parce que je veux suivre et là, sur l'idée de vitesse, ben là, moi, ça m'a fait bien rire parce que là, je me suis rendu compte, après ce discours-là, que là, l'école à 3 vitesses comme concept, on était peut-être arrivé au bout de sa vie utile. Il nous avait permis de faire comprendre qu'il y avait des inégalités parce qu'on comprenait l'idée de santé à 2 vitesses. Mais puis là, on comprend que quand tu as de l'argent, ça va plus vite, puis si tu n'en as pas, il faut que tu prennes ton mal en patience. Mais quand on l'applique à l'éducation, il y a un enjeu parce que c'est pas un enjeu de vitesse, le problème. Il n'y a pas. Puis une des raisons à ça, c'est que le calendrier scolaire est le même pour tout le monde, le même nombre de jours pédagogiques. Ça serait quoi le bon terme? Et c'est là que le mot ségrégation est apparu comme, encore une fois, étant celui qui nommait le mieux la réalité. Parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Puis juste pour être clair avec vos auditeurs et auditrices, Fred, c'est que la ségrégation, c'est un concept qui existe là, en dehors de l'histoire des États-Unis. C'est un concept sociologique, disons-le, qui réfère à 2 choses. Une séparation physique et symbolique des groupes. Mais la séparation en elle-même n'est pas suffisante pour parler de ségrégation. Il faut que cette séparation-là entraîne des injustices, des inégalités. Bon. Et là, quand on fait... Et là, mon livre tente de faire la démonstration que le mot est tout à fait juste et qu'il faudrait appeler un chat un chat. Autre exemple, celui de Simon. C'est le chapitre 2. Puis c'est vraiment... Ces exemples-là sont magnifiques parce qu'on comprend... Il y a tout le côté insidieux. Et là, c'est les uniformes dans une polyvalente. Et on se rappelle que les uniformes, le débat, provient d'une certaine panique morale, parce qu'on n'entend plus parler du tout, ou presque, sur l'hypersexualisation des jeunes filles. Tout à fait. Ça, c'était la grosse affaire. Fin 90, début 2000, les bracelets de couleur. Là, les enfants de 2e année faisaient supposément des fellations. Je me rappelle la presse. La presse avait fait ses choux gras de ça. Et là, on s'est dit, peut-être que l'uniforme réparerait ça. Et là, dans l'exemple que vous nous relatez, on se rend compte que
la ségrégation, on va encore la marquer. Faut la marquer absolument. Ouais. Et je vais vous laisser raconter parce que ça se peut pas quand on lit l'histoire de Simon. Il y a plusieurs choses qui se passent, mais sur la question des uniformes, ce qui arrive, c'est que Simon, c'est son école de quartier. Il vient d'une famille monoparentale. Sa mère n'a pas assez de sous pour l'envoyer dans le programme de sport. Puis sa polyvalente à lui, c'est vraiment démarqué dans les marchés scolaires autour de la question de l'excellence sportive. Du sport-études. Du sport-études. Ouais. Et là, il y a beaucoup de programmes de sport-études différents puis qui coûtent entre, disons, 1 000 $ et 5 000 $ par année. Puis bon, lui, sa mère n'avait pas les sous. Il s'en va à l'école régulière, qui est son école de quartier, comme proche de chez eux. Et là, il y a des élèves de sport-études qui arrivent d'un peu partout dans la ville. Puis là, il y a vraiment une hiérarchie entre le sport-études et le régulier. Ils se font traiter de BS, de bougons. Ça, j'en reparle parce que, bon, c'était l'époque aussi. Et les sports-études, c'est des fraîchiers. Donc, il y a un clivage assez important dans l'école. Et là, il arrive l'idée de l'uniforme. L'école impose l'uniforme à tout le monde, qui est en fait un T-shirt. Là, c'est rien. C'est un T-shirt avec le logo des équipes sportives. Ouais. Et là, ça, symboliquement, c'est très fort parce que Simon et sa gang, ils sont obligés de mettre un T-shirt avec les logos de l'équipe sportive de ceux qui les méprisent carrément. Et là, et à l'inverse, ceux qui font partie des équipes sportives sont obligés d'être habillés pareil comme les bougons puis les BS de l'école. Et là, il y a une tension quand même. Et là, éventuellement, la raison exacte, j'ai jamais réussi à la trouver. Comment c'est arrivé ce changement-là. Mais éventuellement, la direction va permettre aux équipes sportives de mettre des uniformes qui arborent seulement les logos de l'équipe sportive, puis le reste, ils vont avoir le logo de l'école. Puis là, tout d'un coup, on revoit cette ségrégation-là à l'œil nu dans l'école. Et il faut ils vont chercher leur uniforme dans le gymnase. Ouais. En fait, c'est qu'il y a une aréna qui a été développé en partenariat public-privé sur l'école, qui est censé desservir l'ensemble des jeunes, mais finalement, ça sert surtout les équipes de sport-études. Ouais. Et là, les jeunes du régulier doivent traverser cette aréna-là, dans l'aréna, aller chercher leur uniforme de l'école, alors que c'est un endroit qui leur est pas vraiment... Et Simon, il va avoir un parcours aussi... Ça brasse quand même un petit peu à l'école. Il y a une chanson qui va circuler, parce que les jeunes vont se rebeller, en fait. Ils vont se servir du rap, entre autres. Tout à fait. Ça, c'est une histoire vraiment intéressante. Puis c'est une histoire que, tu sais, j'ai trouvé ça par la bande en questionnant des gens, puis c'est une histoire qui serait restée probablement morte, là, mais en même temps, elle illustre quelque chose de fascinant. C'est elle montre qu'il y avait de la résistance à ça, cette ségrégation-là. Et ces jeunes-là, ils appelaient ça, eux, la rivalité dans leur école. C'est comme ça qu'ils nommaient cette différence-là. Et ils ont parti une page Facebook, écrivaient des articles, puis quand on lit ces articles-là, c'est fascinant parce que, bon, c'est écrit par des jeunes de 15-16 ans, mais ils nomment exactement ce que le Conseil supérieur de l'éducation va nommer dans son rapport 1 an plus tard. La séparation des jeunes, les hiérarchies, les chances inégales, puis que la solution à ça, c'est la mixité, c'est de brasser le monde, parce que là, on crée des gangs. Puis bon. Et là, bon, l'école, bien sûr, la direction ne veut pas nécessairement aller dans ce sens-là, et là, ils vont finir par cette année, puis là, justement, à la fin de leur secondaire 5, ils vont faire une chanson de rap les paroles sont là. Les paroles sont là dans le livre, c'est un peu maladroit par bout, mais en même temps, je trouve que ça est là. La manière dont je le montre, c'est que, tu sais, quand je parlais de violence symbolique, ben là, tout d'un coup, c'est un renversement du stigmate. Tout d'un coup, ils se moquent des sports-études, de leurs bas blancs dans leurs sandales, puis de leurs parents riches, puis de... Bon, et ils vont finalement... Puis là, ultimement, Simon va se faire mettre dehors de l'école à la fin de son secondaire. Il ne pourra pas finir son secondaire dans son école. Vous allez lire l'essai à la maison, et ça finit bien. Pour Simon, mais vous verrez comment. Voilà, on salue Simon s'il nous écoute. Salut Simon. Autre anecdote, et là je pense que vous l'avez vécu directement, dans une réunion de direction avec des parents pour, je pense, une vocation particulière, art de la scène, art dramatique. Tout à fait. Et là, il y a un gros problème. Ouais. Il y a des enfants à cheminement particulier. Non, il ne faut pas dire ça parce que Non, c'est des cheminements particuliers, c'est ce qu'on appelait à l'époque les classes où il y avait de l'adaptation scolaire. Voilà, non, c'est vocation particulière. Et voilà. Bon. On dit ça ou des projets pédagogiques particuliers. C'est ça. Et il va y avoir une mixité qu'on souhaiterait qui va pas être très bien accueillie par certains parents. Ouais, tout à fait. Je raconte, ça m'est arrivé personnellement, là, c'est que j'ai un de mes enfants qui était à l'époque dans une vocation art de la scène, donc dans un programme pédagogique particulier autour du théâtre et tout ça. Puis là, en même temps, la pandémie est arrivée
enregistré à peu près dans ce temps-là. Donc là, ça a été difficile pour eux parce que là, ils ne pouvaient pas faire de pièces de théâtre devant le public, puis ils ne pouvaient pas aller voir des pièces de théâtre. Donc là, tout d'un coup, la plus-value du projet pédagogique, là, était... Et là, il y a eu des abandons, tranquillement. Et là, lorsqu'il s'est retrouvé en secondaire 4, il n'y avait pas assez d'élèves pour former un groupe, tout simplement. Et vu qu'il y avait des élèves plus jeunes et plus vieux en nombre suffisant, ils ont maintenu le projet, mais pour cette cohorte-là, ils devaient inclure d'autres élèves avec eux. Parce que souvent, il faut le rappeler, les projets pédagogiques particuliers, c'est des groupes souvent fermés. Donc, ils suivent. Oui, c'est ça. Ils suivent en français, en géo, en histoire, ils suivent partout. C'est important qu'ils suivent. C'est ça. Cohésion du groupe. Et là, j'ai assisté à ça parce que là, quand je suis arrivé dans la classe, il y avait un mécontentement des parents qui semblaient mécontents. Puis la directrice était présente à la rencontre de parents de début d'année. Ça, je trouvais ça étrange parce que d'habitude, c'est assez fou. Oui. C'est juste l'information générale. Ça brasse pas. Une première réunion en début d'année, normalement, ça brasse pas. Parfois, ça pourrait être un courriel. Oui, comme bien les réunions. C'est le sujet de notre mais là, je suis là, puis là, je vois les parents qui s'agitent un peu dans un coin, une gang. Puis, et là, la directrice commence en expliquant, là, je comprends, il y a une situation, mais je suis ici pour expliquer les choses. Et là, ce que je comprends... Elle est en control damage. Oui, tout à fait. Elle est en control damage. Puis c'est un jeune enseignant qui est avec elle, qui est là. Puis je pense qu'il est content que la directrice soit là parce qu'il y a de la grogne de parents. Et là, elle explique, en fait, que, bon, comme vous le savez, il n'y a pas assez d'élèves pour maintenir la vocation normalement. Mais nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de maintenir quand même. Mais pour arriver à maintenir le projet pédagogique particulier, on va devoir, dans certains cours, inclure des élèves de d'autres programmes. Des programmes de santé globale, donc, qui est aussi un projet pédagogique particulier, et des élèves du régulier. Et c'est là que j'ai compris que c'était ça l'enjeu. Et là, les parents ont commencé à lever la main, à poser des questions. Oui, mais là, pourquoi c'est pas juste des élèves des autres programmes particuliers? Pourquoi on doit accueillir des élèves du régulier? Là, la directrice devait dire, parce qu'il n'y a pas assez de place. C'est bon... Et il y a même des parents qui ont proposé combien ça coûtait. Parce là, il y a un père qui dit combien. Tout à fait. Combien? Parce que, et là, le combien, ce que ça voulait dire, c'est qu'il voulait voir, parce que la directrice, expliquait que c'était pour des raisons financières. On ne peut pas avoir un groupe à 10-12 élèves. Là, mais non. Et là, il dit, ça coûte combien? C'est quoi la différence? Puis on pourrait se cotiser comme parents, puis faire en sorte que nos élèves restent juste ensemble. Et là, vous écrivez, le prestige d'une école et donc de ses élèves ne repose pas tant sur la qualité de l'éducation qui est fournie que sur cette promesse. Y obtenir un privilège de ne pas être mixé avec la plèbe. Je trouvais que cette anecdote-là, en fait, qui n'est pas vraiment une anecdote, mais était très révélatrice des promesses du marché scolaire. Qu'est-ce qui s'est développé comme promesse? Est-ce qu'on vend aux parents? C'est le privilège de ne pas être mêlé. Voilà. Parce qu'on a assimilé cette idée. Moi, je me rappelle d'une chronique de Bock-Côté, un autre sociologue, un collègue, qui rappelait que c'est important, l'école privée versus l'école publique, parce que on n'est pas tous égaux. Il y a des meilleurs et on ne veut pas niveler vers le bas. Puis, il faut encourager l'excellence. En fait, c'est ça, c'est que là tout repose sur la conception de l'excellence. Est-ce que l'excellence, c'est ce qu'on hérite de notre milieu familial et que l'État doit maintenir et reproduire? Ou l'excellence, c'est quelque chose que collectivement on vise, développer le plein potentiel de tous? Parce que ça, c'est un des enjeux, je trouve, avec le problème de la ségrégation scolaire, c'est qu'on oublie que le potentiel, il doit être développé. Il y a des gens qui naissent dans des familles où on développe bien leur potentiel. Les familles étant inégales, si l'école ne tient pas compte du développement du potentiel de tous, elle ne fait que reproduire les inégalités familiales. Donc, disons, c'est une vision très aristocratique de l'éducation de penser qu'on doit développer l'excellence des meilleurs. Mais imaginez si on avait utilisé cet argument-là en 1950 ou en 1960. Il n'y aurait pas beaucoup de Canadiens français qui feraient partie de l'élite aujourd'hui. Mais non. On aurait pu appliquer ça pour l'économie. Tout à fait. Et ces gens-là, ce sont des nationalistes. Tout à fait. J'ai de la misère à comprendre ça. Mais ça, on va en parler tantôt parce que vous donnez des chiffres, mais je veux qu'on vienne à quelque chose, parce que vous parlez dans le fond, vous parlez de capital culturel dans les familles. Et il y a un passage qui est vraiment... Parce que c'est difficile à comprendre ce que ça veut dire. Mais vous rappelez que,
des parents qui ont un capital culturel plus faible, je vous cite, vont considérer l'école comme une rupture dans leur univers familial. Puis ça, c'est dur à comprendre si on n'est pas dans ce milieu-là. On ne parle pas le même langage. L'école devient, dans le fond, quelque chose de très étranger et va devenir, et ce clash-là va devenir souvent un obstacle pour les enfants, j'imagine, qui se sentent un peu écartelés tout à fait. Entre deux identités. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Oui, tout à fait. En fait, on sait ça depuis le développement de la sociologie de l'éducation. Là, ça a été maintes et maintes vous, les fois sociologues, vous le savez. expliqué. Mais c'est ça, là, il faut réexpliquer cette chose-là. Mais c'est que quand on est dans une famille où les parents sont allés à l'école longtemps, où on fait la lecture aux enfants, où on s'assoit avec eux pour faire du bricolage, où on leur explique de l'importance de la sieste, puis qu'on structure leurs activités, le passage de la famille à l'école, il se fait relativement bien parce que les attentes de l'univers scolaire sont assez similaires aux attentes du milieu familial. L'enfant voit dans son professeur, il comprend les attentes parce que c'est à peu près les mêmes que celles de ses parents. Mais il y a des élèves qui viennent de milieux qui sont défavorisés au plan culturel. Eux, ils arrivent à l'école décalés. Et pour eux, c'est un choc culturel. On pourrait reprendre l'expression du choc culturel. Ils sont parachutés dans un milieu dont ils ne comprennent pas les codes. Et ce décalage-là, si on n'en prend pas compte en enseignement, c'est qu'on fait juste reproduire cet écart-là. Puis ce petit écart-là à l'entrée à la maternelle devient finalement un écart abyssal plus tard. Dans le chapitre 4, c'est vraiment intéressant parce que là, je vous demande de raconter certaines anecdotes, mais il y a un historique vraiment intéressant sur pourquoi on est en arrivé là. Ça tombe pas du ciel. C'est un travail de fond, mais de sape aussi. Je pense qu'on peut dire ça. Vous nous ramenez avec le début des années 60, le Bill 60, qui est un projet de loi du gouvernement libéral de Jean Lesage, qui visait à fusionner le ministère de la Jeunesse et la direction de l'instruction publique, parce qu'il faut comprendre qu'il n'y avait pas de ministère de l'Éducation au début des années 60, alors qu'en Ontario, il y en a un depuis 1876. Ça, c'est un rattrapage que François Legault aurait été content de faire. Oui, tout à fait. Disons avec l'Ontario. Disons que le Québec, le thème du retard, là, il s'exprime très bien. Et vous l'illustrez bien dans cette plongée historique, toutes les tensions avec le clergé, donc l'héritage des collèges classiques, le prestige des collèges classiques et les revendications du clergé qui vont, en quelque sorte, apporter les fondations de l'école privée, de l'école à deux vitesses. Oui, tout à fait. Ouais, en fait, on pense souvent à la Révolution tranquille comme une rupture totale, puis là, c'est la création des polyvalentes, tout ça. Puis les technocrates arrivent, c'est ça, avec des poussières, puis tout le monde est content, puis il n'y a pas de résistance. Oui, mais là, l'école privée subventionnée, c'est maintenu. Puis quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, en discutant, on y reviendra peut-être, mais avec Guy Rocher, puis en faisant des... Les Bissonnettes aussi. Les Bissonnettes aussi, oui, c'est vrai. Puis... et là, je me rendais compte qu'il fallait l'expliquer, ça. Comment cette idée de subventionner des écoles privées s'était maintenue malgré la Révolution tranquille. Et là j'ai compris finalement que il y a eu des discussions extrêmement houleuses à l'intérieur de la commission parents. Il y avait des réformateurs et des réformatrices. Dans la biographie de Guy Rocher, c'est très bien relaté. Il en parle, un peu, oui, c'est vrai. Les tensions internes tout à fait. Et les inputs du gouvernement, puis parce qu'on fait attention au vote aussi, à l'électorat. Il y a tout un enjeu électoral aussi de faire attention de ne pas bousculer les gens. Tout à fait, puis une des choses qui avait décidé les commissaires à l'époque, c'est qu'il n'y aurait pas de rapport dissident. Et ça, cette décision-là va être très importante. C'est-à-dire qu'à la suite de la publication du rapport, les commissaires se sont engagés à ne pas individuellement émettre des dissidences sur le rapport. Parce que des fois, on voit ça, il y a un rapport qui sort, puis là, tout d'un coup, il y en a un de la gang qui dit « ça, ce bout-là, moi, j'étais semi-d'accord. » Dans les apartistes, à l'époque, on disait ça, c'est mon 10%. Ah, OK, c'est ça. J'accepte 10% que j'aime pas. Si ça dépasse ça, il faut en parler en réunion. C'est ça. Bon, eux, ils s'étaient comme dit... Il n'y aura pas de distance. Parce qu'ils savaient que pour mettre sur pied les réformes qu'ils voulaient faire, il fallait qu'ils parlent du seul voix, puis ça allait impliquer nécessairement des consensus, des compromis. Et ça, puis là, Guy Rocher, à la fin de sa vie, disait c'est un compromis malheureux, puis il en était encore fâché aujourd'hui, c'était celui d'avoir maintenu l'enseignement privé subventionné. Oui, on va rajouter dans la loi des articles comme les parents ont le droit de choisir les institutions qui, selon leurs convictions, assurent le meilleur respect des droits de leurs enfants. Le clergé va pousser beaucoup pour ça. Alors, on ne peut pas être contre la vertu. Non, c'est ça. Puis ça, c'est intéressant parce que justement, là... J'ai mon chat. Léon,
ôte-toi de là. Non. Léon, ôte-toi. Tu fais du bruit. OK, bon, il bouge plus. Excusez-moi, je suis en train de déménager. Si vous entendez du papier d'emballage, c'est Léon Trotsky qui fait son SMAT, encore une fois. Ouais. Et là, juste pour revenir à ça, c'est que bon, il y avait toutes sortes de compromis malheureux, mais ça, sur le Bill 60, le préambule de la loi, il a été écrit carrément par l'évêque. Ah ouais. C'est lui qui a écrit le préambule dans lequel il stipule que les parents ont le droit de faire des choix d'école en fonction de leur conviction. Oui. Et eux aussi qu'il faut que, pour assurer la liberté, il faut que l'État subventionne ces écoles. Et là, c'est là que le cheval de Troie est là. Ouais, les deux ensemble, disons que c'est c'est la graine qui a été mise dans la loi qui crée le ministère de l'Éducation, qui va justifier par la suite le développement du réseau privé. Personne ne comprend. À ce moment-là, non. Puis en plus, c'est qu'à ce moment-là, on comprend très bien que quand on parle de conviction, on parle de conviction religieuse. Oui. Tout le monde sait que c'est que il faut permettre à un catholique que son enfant puisse aller dans une école catholique, un protestant puisse aller dans une école protestante. Et ça, à l'époque, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est en désaccord avec ça. Mais le clergé sait qu'il faut qu'il le mette à quelque part. Et là, plus tard, c'est qu'on va lire l'idée de liberté de conscience comme liberté, point. Oui. Et là on va passer de la foi, disons, religieuse en la foi envers le marché avec le néolibéralisme qui émerge. Oui, c'est ça. Et là, vous le dites, Milton Friedman en fait, les idées de Milton Friedman vont avoir une certaine traction dans la société. Cette idée du libre marché, dans le fond, que tout aspect humain est marchandable. Et ça va venir aussi changer un peu la vision qu'on a de l'éducation. Le gouvernement Lévesque va tenter de changer le financement des écoles privées. Ouais. Et les écoles privées vont s'organiser, vont déposer une pétition de 500 000 ouais, tout à fait. signatures. Ouais, c'est quand même immense. Même, c'est ça, c'est que le gouvernement Lévesque voit qu'il y a des enjeux quand même parce que l'école privée prend du galon. Parce qu'il faut vous dire que dans les années 60, c'est la seule décade à l'intérieur de laquelle, dans l'histoire du Québec, les écoles privées perdent des clientèles au profit de l'école publique. Parce que là, c'est la création des polyvalentes, puis bon, c'est le bouillonnement. Mais là, dès les années 70, puis là, à partir des années 80, ça s'accélère. On voit que là, tout d'un coup, les écoles privées reprennent du galon. Et là, on voit qu'il y a toutes sortes d'enjeux, que ça commence à créer justement des inégalités. Paradoxalement, ce qui explique ça, c'est qu'il y a une nouvelle fonction publique, des profs qui ont profité de l'émergence des cégeps et des universités, qui vont envoyer leurs enfants à l'école privée parce que l'école privée s'est maintenue symboliquement comme l'étalon de mesure de l'excellence en éducation. Et on regardait ce prestige-là des écoles classiques. Et donc, le parti de René Lévesque, en 1977, je pense, va tenter de mettre un moratoire pour arrêter la création de nouvelles écoles privées en attendant de faire l'analyse pour éventuellement, peut-être, arrêter le financement. Et là, il y a eu une mobilisation monstre sur la notion de liberté. Et ça a été un moment très important parce que pour rassembler autant de signatures, c'était qu'il fallait cadrer le message. Puis le message était assez simple, c'est vous devriez avoir le droit d'envoyer vos enfants où vous voulez, puis si vous avez envie de payer, vous pouvez payer. Puis c'était difficile d'être contre ça, la liberté. C'est vraiment intéressant que vous rameniez ça parce qu'on se fait des fois une image un peu idéalisée aussi de cette époque du Québec, montée du nationalisme, le Parti québécois, peut-être l'âge d'or du PQ. On regarde ce qui se passe présentement, comment ça se développe. Et on se rend compte qu'il y avait quand même une fracture dans la société par rapport juste à cette vision-là de l'école, de liberté d'envoyer nos enfants où on veut. On ne réfléchit pas aux conséquences sociales que ça va finir par avoir. Tout à fait. C'est vraiment... un des chapitres s'appelle « Le verre dans la pomme ». C'est que déjà, dans les compromis qui ont été faits, il y avait déjà le potentiel. Puis je raconte l'anecdote, je ne sais pas si j'ai le temps, mais de Jeanne Lapointe, qui a été une femme très importante. Ouais, c'est ça, qui était dans la commission parents, puis qui était, disons, qui faisait partie de peut-être l'aile la plus progressiste de la commission parents. Et elle a rédigé, en fait,
la quasi-totalité du rapport, ce qui est quand même une tâche extrêmement colossale. Ouais. Et là, c'est les petites mains. On a vu ça, les petites mains féminines au Québec qui font la vraie job. C'est fou. Mais puis d'ailleurs, là, il commence à avoir la reconnaissance autour d'elle, mais ça a pris du temps. Là. Et donc, quand est venu le temps d'écrire le bout dans lequel la commission parents recommandait le maintien de l'enseignement privé selon certaines circonstances, bon, il y avait tout plein de balises qui ont mis sur place qui ont duré 15 secondes et quart, là, et ce bout-là, elle a été incapable de l'écrire. C'est Guy Rocher qui l'a écrit, ce bout-là du rapport, parce que... Elle était trop en tabarnak. Oui, mais elle savait que là, il venait de commettre quelque chose qui allait nous coûter cher, parce qu'on allait financer un système qui rentrait en compétition avec ce qu'on essayait de mettre sur pied. Fait qu'on était en train de scier la branche sur laquelle qu'on essayait de construire. L'image n'est pas très bonne, et donc elle savait très bien, puis l'histoire y a donné raison, là, on s'en parle aujourd'hui, c'est exactement ce qui est arrivé. Arrivent les années 80, puis ça c'est intéressant dans votre livre parce que vous nous expliquez aussi comment l'école publique va réagir et va transformer, entre autres, la marge de manœuvre, l'indépendance des écoles versus les commissions scolaires qui, à l'époque, sont encore confessionnelles, même si on sait que la religion, il y a encore des cours de religion, mais on reste il y a une séparation entre les écoles anglicanes, protestantes, je pense que c'est ça, les écoles protestantes et l'école catholique. Et là, on va, dès 1982, permettre, dans le fond, aux écoles publiques d'offrir des programmes enrichis. Oui, en fait, ça commence tranquillement dans les années 80. Les premiers projets pédagogiques particuliers, c'est d'abord des projets de sport. Mais là, il faut comprendre que c'est des projets d'excellence sportive. Là. On parle de l'élite, c'est-à-dire ceux et celles qui vont aller aux Olympiques. Parce que l'idée est la suivante, c'est que si tu es un jeune qui est en train de développer pour aller aux Olympiques et représenter le Canada, il faut qu'il s'entraîne. Mais la loi sur l'instruction publique l'oblige à aller à l'école. Et là, il faut trouver des compromis parce que là, l'entraînement empiète sur l'école et là, il y a des demandes de dérogation qui sont faites à la loi. C'est pour éviter que les athlètes olympiques deviennent des dealers de drogue. Sûrement. Après. et là, c'est des demandes à la pièce de dérogation à la loi sur l'instruction publique que là, le ministre doit accepter. Puis là, ça commence comme ça tranquillement. Puis là, les premières écoles internationales, qui sont des écoles quasiment faites pour les gens qui travaillent dans les ambassades, là, qui arrivent. Puis que là, on a des dérogations pour permettre un certain nombre de choses. Et là, tranquillement, pas vite, dans les années 80, là, ça se développe et ça explose là, au début des années 2000, puis on peut expliquer. En 98, vous le dites, en 98, il y a 400 projets pédagogiques particuliers dans le réseau. En 2025, il y en a 2476. Ça c'est... Fois 6. Ça c'est il y a une personne à qui j'aurais beaucoup aimé, j'ai essayé fort, mais ça n'a pas été possible, que j'aurais aimé parler pour le livre, c'est Pauline Marois. Ah ouais. Parce que Pauline Marois, c'est la seule ministre de l'Éducation qui a envoyé ses enfants à l'école publique. C'est vrai. Et paradoxalement, c'est suite à sa réforme que là, on a vu l'école à 3 vitesses exploser. Ah ouais. Et j'aurais aimé discuter avec elle de ça. Parce que elle a refusé? J'ai jamais eu de réponse. J'ai envoyé plusieurs... Ça s'est perdu. Ça s'est perdu dans le mal. Ça s'est perdu dans le mal. Mais puis c'est que il y a comme... l'histoire de l'école publique, c'est une histoire tragique, dans le fond. C'est Guy Rocher qui, à la fin de sa vie, se dit... on a fait des compromis malheureux. L'école est ségrégée. C'était pas ça le plan. Il y a plein comme de... Puis l'autre tragédie... C'est pas une trame un peu récurrente au Québec? Ben peut-être. Peut-être. Mais Pauline Marois, pourquoi j'aurais aimé y parler, c'est qu'on ne peut pas lui reprocher de ne pas être pour l'école publique. Mais non. Donc, vraiment pas. Vous avez raison, c'est la seule qui a envoyé ses enfants à l'école publique. Et là, elle fait une réforme après les États généraux de 95. Déjà en 95, dans les États généraux, dans le rapport, on dit l'école publique est en train de se diviser en deux. Et là, il y a des processus ségrégatifs à l'œuvre. Il faut même il y a des propositions de diminuer tranquillement le financement des écoles privées pour créer l'école commune qui devrait être l'école au Québec. Et là, finalement, c'est pas vers là du tout qu'on s'en va. Puis là, il faut se rappeler, c'est le déficit zéro. Et là, le Québec, on est tout le temps un peu en retard, nous autres. Comme ça aussi, c'est une trame narrative. Puis on a créé des institutions extrêmement solides durant les révolutions tranquilles, ce qui a fait que l'effritement que le néolibéralisme va entraîner fait en sorte qu'on est un peu en retard, nous autres, dans le délitement de nos institutions. On est en retard des fois pour les mauvaises raisons, mais des fois pour les bonnes raisons. Puis ça, c'est un exemple. Puis ça, c'est un exemple. Et je pense que pour
en voyant que l'école privée allait être maintenue et tout ça, je pense que Pauline Marois a vu que ce qui était dans l'univers du possible à ce moment-là, c'était de libéraliser, d'enlever les entraves à l'école publique pour qu'elle compétitionne contre l'école privée. Je pense que c'était ça la logique, mais là, ça nous a entraîné dans une marchandisation puis dans les marchés scolaires qu'on connaît aujourd'hui. Puis vous le notez bien, vous donnez même comme des slogans publicitaires un peu que l'école publique se donnait pour dire aux gens « Hey, c'est bon ce qu'on fait nous aussi. » En 99, va apparaître le bulletin des écoles secondaires. C'est le ministre de l'Éducation, François Legault, à l'époque, qui est scandalisé. Il est scandalisé, et à juste titre. Oui. Il y a déjà eu un cœur dans cet homme. Non, mais ce qu'il voyait bien, parce que là, faut voir que là, l'école québécoise, le système d'éducation québécois aujourd'hui, là, c'est comme le wet dream des think tanks néolibéraux. Ah, vraiment, vraiment. L'Institut Fraser de l'Ouest canadien va créer son palmarès. Le Journal de Montréal va le publier. Ah oui, il y a l'actualité, puis après ça, le Journal de Montréal. L'Institut économique de Montréal va participer à un moment donné. Mais bon, c'est des vases communicants. Là. Et donc, là, l'idée qu'on peut juger les écoles en fonction de certains critères. Mais c'est des critères qui sont pensés par des think tanks des néolibéraux de l'Ouest canadien. Ce ne sont pas des critères qui émergent de la mission même de l'école qu'on s'est donnée. C'est ça qui me fait... Moi, ça me fait... je vais dire capoter. Là, mais c'est que... Puis là, on gobe ça comme si ça allait de soi, tu sais, de mettre des écoles en compétition. Ça va prendre du temps. À un moment donné, les gens vont allumer que c'est vrai que les écoles privées, ils trient les élèves et qu'ils ont des meilleurs élèves. C'est ça. Fait que là ils vont s'adapter là, dans leur palmarès. Ils vont ajouter des écoles publiques, ils vont montrer, regarde, il y a telle école publique qui va bien. Mais l'idée demeure, tu sais, pour moi, c'est évident, le palmarès des écoles, c'est une arme de relations publiques pour légitimer les marchés scolaires. Et c'est rien de plus que ça. Tu sais. Vous, dans le chapitre 7, vous parlez de spécialisation. C'est intéressant parce qu'on n'en entend plus parler de ça. La première fois, moi, j'ai entendu quelqu'un critiquer la surspécialisation, c'est Bill Lee, l'ancien lanceur des expos. Qui était un consommateur de marijuana avéré pendant sa carrière, qui a eu une carrière politique au Minnesota, je pense, dans les années 90, après sa carrière de joueur. Et lui, souvent les médias l'adoraient parce qu'il sortait évidemment des citations. Est-ce qu'il a été gouverneur? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, il a fait campagne. Et lui, c'est le premier que j'ai entendu parler de cette critique de la surspécialisation qui nous amenait dans un cul-de-sac. Et vous en parlez de ça dans justement ces programmes particuliers qui, dans le fond, nous oblige tôt les jeunes à se spécialiser et c'est contre-intuitif. Ben oui, c'est contre-productif parce que ça d'ailleurs, c'est fascinant parce que dans le rapport parent, c'est déjà écrit. Alors, polyvalent. Oui, c'est ça venait de ça. C'est ça, voilà. L'idée, c'était d'enseigner un tronc commun et de varier les apprentissages, de diversifier les apprentissages, de retarder le plus possible la spécialisation pour s'assurer, de ne pas ségréguer les élèves trop tôt, c'est écrit comme ça dans le rapport parent, et aussi de s'assurer que le choix de carrière va être un bon match, finalement. Puis ça, la littérature sur l'orientation... de façon éclairée, parce qu'on aura touché à plein de choses. Ben oui, parce que là, ce qui est scandaleux, pourquoi j'ai écrit ce chapitre-là, c'est que les arguments contre la ségrégation scolaire, si on les prend du point de vue de la justice sociale, des inégalités, l'argument, je pense qu'il est assez évident. Ben oui. Là où c'est plus difficile à faire comprendre, c'est que ceux qui pensent gagner dans le système présentement perdent aussi. Mais ça, c'est plus difficile à leur faire comprendre ça. Et OK. Comprenez-vous ce que... Oui, mais je veux qu'on l'explique quand même, parce que j'ai pas... Surtout pour eux. Parce que j'ai l'impression que ces gens-là, qui sont les gagnants, entre guillemets, ont l'impression d'être des gagnants. Oui, bien, en fait, ils sont gagnants s'ils se comparent aux autres. Parce qu'on a tellement... j'allais sacrer. On a tellement décompris. Je vais peut-être l'enlever au montage ou le mettre plus fort. On a tellement scrappé le programme régulier de l'école et les classes ordinaires que c'est clair là, qu'ils s'en sortent mieux présentement. Mais est-ce qu'ils s'en sortent mieux, qu'ils pourraient s'en sortir? Ça, c'est là que l'argument doit être fait. Et nous, collectivement, il y a une réflexion à avoir. Collectivement, c'est clair. Parce qu'on est perdant. On est perdant collectivement. Mais même ceux qui pensent gagner, puis je donnais des exemples de sport-études dans mon livre parce que je rencontre Pierre Lavoie, du défi Pierre Lavoie, puis parce que je l'entendais... Il est fâché. Il était fâché noir contre l'organisation du système sportif au Québec, justement, qui mise sur la
spécialisation hâtive puis qui scrape des jeunes à tonnes. Et il donne l'exemple de Roger Federer. Oui, ben, en fait, ça, c'est dans un livre qui s'appelle Range d'un journaliste américain qui s'appelle David Epstein, puis il parle justement que le développement de l'excellence et du potentiel doit... quand on regarde les gens qui ont du succès, une des choses qu'on retrouve dans leur parcours, c'est qu'ils ont touché à plein d'affaires puis ils ont spécialisé tard. C'est ce qui est le plus classique. Maintenant, on se raconte toutes sortes d'histoires avec la précocité, les génies. Puis ça, ils font les manchettes. T'sais. Puis les Olympiques, les systèmes communistes à l'époque, qui prenaient les Chinois aussi, supposément, qui prenaient les enfants à 2 ans, qui commençaient à nager. Tout à fait. Puis là, dans son livre, il commence en faisant la distinction entre Tiger Woods puis Roger Federer. Puis il dit, on se fait des accroires en pensant que le modèle de développement de l'excellence, c'est le modèle Tiger Woods. Il a un bâton des mains à 2 ans, il frappe des balles à la télé. C'est pas super bien fini. Non, c'est ça, en plus. Roger Federer n'est pas sur les listes. C'est vrai. Juste ça devrait être un argument. Il me semble que... Mais il dit c'est un très mauvais modèle, Tiger Woods, parce que on prend un jeune... Tiger Woods, dans n'importe quel modèle, probablement, il serait devenu un bon joueur. Oui. Mais le développement de l'excellence, c'est pas mal plus. Le Roger Federer, il a fait 50 000 sports, du ping-pong, du basket, du skateboard, puis il va spécialiser tard dans le tennis, autour de 16 ans. Il dit ça, c'est le modèle qu'on devrait suivre. Puis ça, là, il se base sur les études, sur le développement humain. Puis là, les études continuent à tomber. Puis je pense que c'est hier ou dernièrement, l'ancien joueur du Canadien qui est dans le Parti libéral du Québec, Ciccone, il parlait de ça. Il dit les Américains nous ont volé notre sport, puis là, nous, on brûle des jeunes, puis on a de la misère à développer des athlètes. Puis une des raisons, c'est ça, c'est qu'on prend des jeunes, puis on les surspécialise. Puis ça, c'était une des choses sur lesquelles... Ça enlève le goût que nos enfants fassent du hockey. Puis moi, je suis content que mes enfants... J'ai joué au hockey, 12 ans. Puis je suis content que mes enfants... À date, il y en a 2 garçons, un 3e. Et on a échappé à ça parce que ça aurait été difficile. Ah, c'est dur. Moi, j'ai un jeune qui a joué au hockey. Puis assez rapidement, j'ai 4 enfants, comme je disais, puis assez rapidement, je me suis rendu compte que hockey, ça devient un projet de famille. Là, parce que moi, j'aurais aimé que la possibilité de jouer au hockey 1 fois ou 2 semaines. L'idée qu'il joue le mercredi soir, tu joues au hockey. Mais là, dès il y avait 4-5 ans, puis c'était 3 fois semaine, plus des tournois, plus des affaires, puis ça coûte cher. Bon, fait que c'est pas accessible. Puis, bref, Pierre Lavoie disait, il y a comme il soulevait un espèce de paradoxe terrible qui est qu'on n'a jamais autant investi dans le sport au Québec. Puis on voit une augmentation de la sédentarité chez les adultes. Il dit, donc, il y en a là-dedans qui ont fait du sport, mais qui se sont écœurés. Ben plein. C'est ça le mécanisme. Puis moi, je le vois au cégep parce que moi, je vois au cégep des jeunes arrivés qui ont fait du sport-études, mais ceux qui ne sont pas suffisamment bons pour être parmi des équipes collégiales, parce que là, c'est un entonnoir. Hein? Tu arrives au secondaire, il y a plein d'équipes. Rendu au collégial, il n'en reste plus beaucoup. Ces jeunes-là, ils se retrouvent avec à peu près aucune occasion de faire du sport. Ça, c'est fascinant parce qu'ils se sont définis comme sportifs toute leur vie. L'école leur disait que c'était des sportifs. Il y a une crise identitaire personnelle. Puis ils arrivent, puis ils se définissent comme sportifs, mais ils ne jouent plus. Puis là, on voit une augmentation de la sédentarité parce que, l'organisation du sport n'est pas faite pour ceux qui ne sont plus à l'école. C'est que c'est des jocks, mais ils n'ont plus l'avantage d'être... Ah, puis il y a une détresse, là. Puis ça, faudrait étudier ça davantage selon moi. Mais oui, donc là, pour en revenir, le parallèle avec le système d'éducation, c'est que les effets du marché scolaire qui imposent de trouver des écoles, des cheminements particuliers pour nos enfants alors qu'ils sont en 5e année, 6e année, développés autour de l'intérêt des enfants. C'est ça qui moi, c'est le renversement hallucinant qu'on a vécu en éducation. Avant, là, l'école s'imposait aux individus dans l'intérêt de tous. Moi, là, je fais des cours, ça ne me tentait pas de les suivre, là, mais c'était dans mon intérêt. Bon, c'était pensé pour moi. Puis on rechignait, mais dans le fin fond, on se disait... Il y a des gens qui ont réfléchi, puis je vais y aller. Puis même si tu rachetais, ultimement, t'en retirais quelque chose. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a renversé ça, parce que là, le modèle consumériste de l'éducation fait en sorte que là, ton enfant, à 10 ans, tu lui demandes qu'est-ce que tu aimes, toi, dans la vie. Et là, ce que tu aimes dans la vie, Florentin, ça va structurer les 6 prochaines années de ta vie. Parce que à partir du moment que tu décides que tu fais du sport-études, t'es bon au soccer, là, Florentin, on va aller faire du soccer. Puis là, tu vas faire du soccer. Et là, parce que tu fais autant de soccer, on va couper dans d'autres matières.
D'ailleurs, ça, c'est un enjeu aussi parce qu'on coupe des heures liées à la connaissance générale, à l'histoire, à toutes sortes d'affaires. Et là, on coupe ça. Puis là, toi, les chances que Florentin, finalement, peut-être ton nom t'aurait prédestiné à autre chose, peut-être la poésie ou le théâtre, mais là, tu pourras jamais faire ça parce que tu vas être un sportif, puis tu vas être avec des sportifs, puis ton identité, ça va être une identité de sportif. Ouais. Faites attention quand vous choisissez les prénoms de vos enfants. Oui. Pour les envoyer dans la bonne filière, mais pas trop les spécialiser. J'ai une anecdote, si tu me permets, sur cet enjeu-là. C'est une histoire qui n'est pas dans le livre, parce que là, il faut comprendre que j'ai fait des entretiens, tu sais, j'ai des heures et des heures et des heures d'entretien, puis j'ai choisi certains parce que je voulais que ça reste assez petit, puis punché. Je l'ai dit, c'est quand même 280 pages, la longueur est parfaite. Parfait. Bon, super. Mais c'est ça. Puis il y a une histoire qui est la suivante. C'est une jeune, justement, elle a toujours fait partie d'une école sélective, au primaire, au secondaire, développé un intérêt pour le soccer élite. Donc, elle était dans le soccer élite, puis elle a joué au soccer. Fait que c'était une jeune sportive. Ses amis, c'était des sportives. Elle allait à l'école à l'autre bout de la ville parce que le programme de sport-études est à l'autre bout de la ville. Son école de quartier à elle, c'était une école moins favorisée, mais bon, elle allait dans la bonne école. Et là, elle se développe comme adolescente autour de cette identité-là. Et là, en secondaire 4, elle va subir une série de commotions cérébrales en jouant au soccer. Et là, elle va devoir, elle va se faire dire par son médecin que là, il faut qu'elle arrête de jouer là, parce qu'elle ne peut pas, c'est dangereux, ça devient dangereux. Tout à fait, pour avoir des séquelles. Ça. Et là, pouvant plus jouer, elle perd son rôle dans l'équipe. Ne pouvant plus être dans l'équipe, elle ne peut pas rester dans le programme. Et n'étant pas son école de quartier, elle doit quitter. Là. Elle me racontait là, que les élèves réguliers dans son école, elle pensait son trajet dans l'école pour les éviter. Puis son école de quartier, c'était des bombes, puis c'est une école aussi multiculturelle. Elle était très, très, très entre de souche, disons. Et là, elle se retrouve à devoir aller dans son école de quartier. Là. Et là, elle est tombée en dépression, puis ça a été extrêmement difficile, sauf que ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle va aller à son école de quartier dans un programme un peu de santé globale. Elle ne sera pas au régulier, mais quand même. Ouf! Hein, quand même! Il y a drop puis drop. Et donc, mais là, c'est fascinant parce qu'elle va rencontrer des gens. Elle va se rendre compte que ses préjugés étaient infondés. Puis ça, c'est une leçon importante dans la vie, ça, de comprendre que tes préjugés sont infondés. Parce que c'est dur d'haïr de proches. C'est dur à haïr de proches. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est une des raisons qui me fait capoter. Pourquoi la ségrégation sociale, c'est terrible, particulièrement à notre époque, c'est que ça maintient de la distance là où il devrait avoir du rapprochement. Là. Et là, elle va se faire des amis, une amie musulmane, elle va se mettre à faire d'autres sports qu'elle ne pensait pas, à se découvrir des talents. Puis après ça, elle me racontait, elle était rendue au cégep quand je lui ai parlé, puis elle me disait, je plains mes amis du secondaire qui sont restés dans cette filière, qui sont arrivés au cégep et qui n'ont pas connu ça. Et là, c'est une leçon immense. Là. Parce que c'est contre-intuitif. On penserait que là, sa vie est finie. Là. Mais non, au contraire. Elle vient de s'ouvrir les horizons. Hein. Quand je dis que les gens qui pensent gagner, parce qu'elle pensait clairement gagner, ils perdent au change, c'est un des exemples de ça. Moi, c'est drôle, pendant la pandémie, je fais une anecdote familiale, personnelle. Mon garçon, qui allait au régulier dans une école aussi très multiethnique à Montréal, il y a eu une erreur dans un choix de cours de mathématiques enrichies qu'il ne voulait plus faire. Et parce qu'il s'était inscrit en maths enrichi, il l'avait mis, un peu pour les raisons qu'on a entendues au début, c'est-à-dire pour équilibrer les groupes, dans le PEI. Et il n'était jamais allé au PEI. Et évidemment, il a trouvé ça tough, mais lui, il arrivait du régulier et c'est devenu un peu la star de sa classe. Entre autres, avec les filles, parce que là, lui, ça crissait un peu de tout ça. Il n'était pas dans l'anxiété. Totalement! Il n'était pas dans l'anxiété de performance. Ben non. Et là, les filles étaient comme... Et les gars aussi, mais il était drôle. Et c'était comme... Ils détonnaient sur cette cohorte-là. C'était en secondaire 5. Donc, ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble. Là, ils se côtoient. Là. Ouais. Et ils vont au cégep aujourd'hui. Tout va bien. Là. C'est bon. Hey, je veux qu'on parle de quelque chose qui est tellement évident et que je comprends pas que les nationalistes ne le voient pas. C'est justement cette ségrégation-là fait en sorte que l'intégration des
communautés qui viennent d'ailleurs, leurs enfants, ne se fait pas. Ouais. Et c'est l'éléphant dans la pièce du nationalisme québécois, et je ne comprends pas. En fait, on commence à comprendre, malheureusement, OK, c'est que dans le fond, comme vous l'écrivez si bien, et ça fait tellement mal, la ségrégation des élèves est une promesse tacite du marché scolaire. Et d'entendre des Jean-François Lisée de ce monde qui faisait des chroniques sur les KEB. Ouais. Ah ouais, ça, je me suis... Et si on avait un nationalisme, si ça se peut, un nationalisme ancré dans la réalité et qui veut vraiment que tous vivent la meilleure expérience québécoise, on devrait saccager l'école à 3 vitesses. Et cela dit, je pense que le PQ semble avoir certaines... j'ai hâte de voir avec le chef et qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, ils veulent réduire le financement et réintégrer les écoles. Bon, j'ai hâte de voir. Cela dit, c'est intéressant, c'est prometteur, mais ça devrait être la tâche numéro 1, et ça se fait pas. Moi aussi, c'est un paradoxe qui m'échappe. Parce que dans le fond, les élèves issus de l'immigration sont... Certains vont priver, cela dit. Mais pas tous. Ouais. Beaucoup se retrouvent réguliers. Pas beaucoup dans des villes comme Montréal avec des Blancs, en guillemets, de souche, qui, eux, sont au PEI ou au privé. Ouais. Et il faut comprendre que pour les gens qui n'ont pas d'enfants, là, puis moi, il y a un prof qui me l'a dit il y a plusieurs années, dans la rue, qui m'a croisé, puis elle me dit « Hey, dans tes chroniques, j'ai hâte que tu parles de ça, mais le PEI, là, ils ne croisent pas du régulier. » Fait que moi, dans mes classes de PEI, c'est juste des Blancs francophones, puis les immigrants sont dans le régulier. Ces gens-là, dans la même école, ne se croisent jamais. Ouais, elle me disait ça, c'est un scandale. C'est scandaleux. Ben, c'est ça fait 10 ans de ça. Ben oui, c'est ça. Mais ça. Tout à fait. Ouais. Mais moi, ce qui me fait capoter, c'est que, je veux dire, c'était le projet néo-nationaliste. Oui! C'est que, puis là, je reviens à Guy Rocher, là, mais... Je veux dire, moi, je le considère comme un des pères fondateurs du Québec moderne. Ouais. Parce que c'est, comme je l'explique, ma grand-mère, moi, Gilberte, est née canadienne-française dans la province de Québec. Ouais. Moi, je suis né québécois au Québec. Ouais. Puis cette différence-là, c'est énorme. Ouais. Puis elle s'explique comment? Ben, c'est le passage de l'Église à l'État. Ouais. Puis d'une approche ethnique de la nation à une approche civique. Là. Je veux dire, c'est vieux comme le monde. Oui. Ben, pas vieux comme le monde, mais vieux comme la Révolution tranquille. Et là, c'est ça qui est fascinant, c'est que c'est comme si c'était moi le conservateur, finalement. C'est de dire, c'est vrai. Il faut mieux avant. Il faut conserver l'héritage qu'on a reçu. C'est un saccage terrible. Oui. Et pourquoi je fais référence à Guy Rocher, c'est qu'il a été à la commission parent, bien entendu, mais il a aussi rédigé la loi 101, entre autres. C'était un des rédacteurs, tout à fait. Et pour lui, puis là, ça, c'est sûr que, je vois, comme sociologue, je comprends, c'est que pour lui, la cohésion sociale, l'intégration sociale, ça passe par 2 processus. Ça passe par la socialisation, ça passe par la régulation. L'école québécoise, puis la loi 101, c'est ça. C'est des processus de socialisation par la polyvalente. On met tout le monde ensemble jusqu'à 16 ans, on se côtoie, on se développe, puis après ça, on spécialise. Mais l'école, c'est le socle dans l'intérieur duquel on partage des relations. OK. Et la loi 101 vient dire, si tu viens d'ailleurs, pour s'assurer de l'intégration, tu vas devoir aller à l'école. Oui. En français. En français. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir aller à la polyvalente. C'est ça que ça voulait dire. Ouais. Et donc, l'école était à la fois le lieu de la régulation et de l'intégration. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui ben là, finalement, le néolibéralisme s'est immiscé là-dedans, puis on a perdu de vue. Moi, je pense qu'on a dormi au gaz. C'est que je pense que le récit héroïque de la Révolution tranquille nous a fait oublier qu'il fallait le défendre, cet héritage-là. Il fallait le terminer. Qui n'était pas éternel. Non, puis qu'il fallait le défendre, puis il n'y a personne qui le défend. Puis là, je pense qu'il faut défendre l'école. Il faut défendre le principe de l'école contre ce qui s'y passe, finalement. Christophe, ce qui est incroyable, c'est que la loi 101 a fait son travail. Puis aujourd'hui, moi, ça me fait toujours tiquer d'entendre les nationalistes dire que le français est menacé, alors qu'il n'y a jamais autant de personnes au Québec qui ont été capables de soutenir une conversation en français. Tout à fait. Et là, on s'en prend maintenant à la composition des classes au régulier comme une menace. Ouais. C'est que là, quand je parlais de socialisation puis de régulation, là, c'est que tranquillement, pas vite, puis ça, on a vu ça ailleurs dans le monde, mais tout d'un coup, l'État s'est mis à investir beaucoup la régulation et oublier c'est le passage de la main gauche à la main droite de l'État. C'est de dire, la main qui soigne, qui prend soin, qui soutient, elle prend de moins en moins d'importance au profit de celle qui punit, puis qui tapoche, puis qui oblige. La main droite. Fait que là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on voit des politiciens qui envoient sans doute leurs enfants à l'école privée, puis qui se contre-crisent de l'école publique,
faire des lois qui imposent sans jamais s'occuper du soutien. Moi, je suis pas contre qu'on impose des choses. C'est normal. Ça prend des lois. Tout à fait. Mais si tu imposes sans soutenir, tu vas briser quelque chose. Puis là, c'est ça qu'on voit. Là. On voit une cisure importante. Puis on le sait que les politiciens envoient leurs enfants au privé. Oui. Mais ça, en même temps, je leur en veux pas parce que pour toutes les raisons que j'énumère dans mon livre. Là. Mais puis vous le dites, c'est aussi le problème de cette ségrégation-là, c'est que les classes sociales ne se mélangent plus, ou de moins en moins. Mm-hmm. Donc, ces gens-là ne sont même pas conscients, puisqu'ils ont fait un parcours à part. Tout à fait. Ils sont à part parce qu'ils sont au sommet de l'appareil étatique et politique, et reconduisent ces privilèges-là avec leurs enfants. Bon, on voit en culture, c'est pareil. Tout à fait. Je dis, les enfants des vedettes qui deviennent des vedettes, ils n'ont pas toujours ce qu'il faut. Bon, ça, je connais plus que les milieux universitaires, mettons, mais bon. Et moi, ça me révolte, et je trouve que le nationalisme rate sa cible et fait en sorte que j'ai plus envie d'y adhérer. Ben oui, mais c'est ça. Là, c'est là que c'est problématique. Moi, j'ai pas peur d'utiliser le mot nation dans mon livre. Puis je le ramène parce que c'est comme ça que Paul Gérin-Lajoie parlait, puis Guy Rocher. Puis je pense qu'il... Puis Gérard Bouchard aussi, il parle de nation. L'affaire, c'est quoi? C'est comment on la désigne. Mais la nation, elle s'inscrit dans ses institutions. Je veux dire, l'école publique, ça fait partie de qui on est. Puis tu peux pas reprocher à des communautés de se rassembler dans les écoles publiques. Non. Parce que toi, t'es même pas dedans, tes enfants sont pas là. C'est ça. Puis c'est pas un complot. C'est ça. Mais là, c'est là, moi, ça me fait, comme je te dis, ça me fait capoter. Puis je comprends pas parce que, paradoxalement, là, le système scolaire québécois, c'est comme une reproduction de tout ce qu'on reproche au multiculturalisme. C'est tout ce qu'on reproche au communautarisme, en fait. C'est de dire... Les gens, là, en fonction de tes appartenances, qu'elles soient culturelles, financières, whatever, tu vas rester dans ta gang, dans l'école. Tu sais. C'est un ensemble. Puis les lobbies religieux, là, ils trippent là, sur l'école à 3 vitesses parce que ça leur permet d'avoir des écoles en plus subventionnées avec des gens qui sont de même confession. Mais ça, c'est le communautarisme canadien que les nationalistes québécois contre lequel ils s'insurgeaient. Là. Mais là, ça revient par la bande. Là, on parle de pluralisme de ce temps-ci. C'est important, notre système d'éducation, qui reste pluraliste. Mais moi, je suis pour le pluralisme, mais je suis pour le pluralisme dans l'institution, pas entre les écoles. Non. Parce que sinon, c'est du communautarisme. Comment tu veux... Moi, le médecin, l'avocat, le journaliste, le politicien ou la politicienne de demain n'aura jamais côtoyé d'enfants défavorisés. Non. Il va régir son existence. Il connaîtra rien de lui ou de elle. Non. Mais ça, là, on sait c'est quoi l'horizon de ça. Moi, quand je parlais du retard, ça, c'est une des chances qu'on a. Là, c'est que on est un peu en retard dans la décomposition de notre société. OK? Mais l'horizon, on le sait c'est quoi. On est à côté dessus. Ça s'appelle les États-Unis. Si tu veux voir qu'est-ce que ça fait de séparer des enfants en fonction du capital de leur famille, de faire en sorte qu'ils ne se parlent jamais, regarde ce qui va se passer. Il va y avoir un mépris de classe qui va être développé par l'élite parce qu'elle va penser qu'elle mérite sa place parce que l'école lui a dit à chaque pas qu'elle a fait que c'était-tu donc une personne merveilleuse, vous êtes les leaders, etc. Et de l'autre côté, on va avoir une population qui va se méfier de ces élites puis que l'école va avoir déclassé très tôt, puis on ne peut pas leur en vouloir de s'insurger contre l'école puis contre l'intellectualisme. Tout ça, ils se sont fait dire depuis qu'ils sont tout petits qu'ils n'étaient pas à leur place. Et ça, moi, je ne comprends pas comment un nationaliste ne comprend pas ça, parce que le Québec, c'est une petite nation francophone d'Amérique du Nord. Qu'est-ce qui nous reste si on n'a plus de cohésion sociale? On va être des Américains qui parlent français pendant encore un petit temps, là. Mais si on ne prend pas soin de nos institutions, qu'est-ce qui reste? C'est pour ça que mon livre, c'est une modeste contribution à rappeler la mission. C'est une grande contribution. Parce que l'école, c'est pas un service public comme les autres. On le traite comme ça, mais c'est le cœur d'une société. Christophe Allaire-Sévigny, je ne peux pas finir mieux que ce que vous venez de dire. On lit Séparés mais égaux, enquête sur la ségrégation scolaire au Québec, disponible dans toutes les librairies indépendantes, publié chez Luxe. Je suis content qu'on se soit rencontrés, on s'écrivait. Puis ça a fait, je pense, une entrevue stimulante qui va faire réfléchir. On a des choix qui s'en viennent, paraît-il. On a une campagne référendaire. J'espère qu'on va lâcher un peu le nationalisme revanchard pour parler de ces enjeux-là, entre autres. Hey, merci. Merci à toi. Merci beaucoup.
Alors, je me rends compte, je viens de finir le montage du prochain segment et je me rends compte que j'ai pas du tout dans l'entrevue avec Catherine Léger et Steve Laplante, j'ai pas du tout parlé de la pièce. Vous allez voir, si vous n'avez pas vu la pièce, c'est un peu weird d'entendre l'entrevue parce qu'on sait pas c'est quoi le sujet de la pièce. Donc, c'est l'histoire tourne autour d'un couple de quadragénaires blasés, je pense qu'on peut le dire. Nathalie et Christian. Nathalie qui est jouée par Elisabeth Brouillette et Christian par Steve Laplante. Et arrive très, très, très tôt dans la pièce, Jasmine, donc qui est jouée par Marilyn Castonguay, qui, après avoir lu un message sur Facebook et qui ne connaît pas vraiment Nathalie, va retentir carrément chez elle en pleine nuit parce qu'elle est en détresse. Alors, c'est comme ça que la pièce débute. Et après ça, ben là, il faut aller la voir. Mais c'est vraiment cette idée-là de quelqu'un, vous allez voir dans l'entrevue, j'en parle dès le début, là, de cet élément perturbateur qui arrive dans un couple, somme toute, un peu comme tout le monde. Et ça va donner lieu à un grand chambardement. Alors voilà, je voulais juste mettre ça mettre la pièce en contexte parce que quand on entend l'entrevue, ça commence chez Chapeau de roue. Alors voilà. Hey, salut! 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 Steve, on s'est déjà croisés sur les plateaux. Sur un autre plateau. Voilà, ça se dit bien. Oui, à Télé-Québec. Oui. Catherine, c'est la première fois qu'on se rencontre. Oui, allô, enchanté. Enchanté. Pour la pièce Changer de vie. Attends, on va commencer par une chose. Il y a comme un petit pattern dans tes pièces. Oh, on commence fort! Ouais. On brainstorm. non, mais cette idée d'un élément extérieur qui s'en vient bouleverser la vie d'un couple classe moyenne, petite bourgeoisie. Ben oui, mais en fait, c'est parce que quand je commence à écrire une pièce, j'ai toujours besoin de partir comme d'une anecdote ou d'une péripétie. Tu sais, je pars pas... Oui. On dirait que, oui, les thèmes, mais vraiment... puis effectivement, un élément perturbateur. Dans Babysitter, il y a ça. Oui. Oui. Dans deux femmes en or, ça le dit. Ben, c'est la voisine qui vient, qui entend la corneille, effectivement. Oui. Ben, en fait, j'aime ça avoir des personnages comme... je dirais ordinaire, c'est peut-être pas le bon mot, mais les personnages auxquels on peut s'identifier, qui finalement vivent une situation un peu étrange. Ouais. Et c'est le déclencheur pour après ça assumer un certain désir de changement. On a un peu besoin de ça, dans le fond, quand on est trop confortable. D'avoir cet élément extérieur qui vient... Sinon, ça peut pas venir de l'intérieur. C'est une bonne question. Effectivement, moi, j'ai l'impression que de l'intérieur, ça reste... Mais c'est le cas dans la pièce du personnage de Nathalie, qui de l'intérieur a voulu changer. Ouais. Puis elle n'a pas réussi. Elle blâme sa psy, mais en tout cas, elle dit qu'elle n'a pas réussi. Et c'est quand, finalement, le personnage de Jasmine arrive, là, ça fait « Ah, il y a une craque, là. Il y a un endroit où elle peut se faufiler. » Ouais, mais au début, c'est pas clair. Steve, Nathalie, c'est ton épouse. Êtes-vous mariés? Oui, on est mariés. Oui, hein? Oui, on dit ça, on est mariés. On a des gens. J'ai pas remarqué. Pourtant, j'étais assez proche quand j'ai vu la pièce. J'ai pas remarqué. C'est parce que c'est tellement incarné, c'est tellement organique. Oui, mais c'est ça. C'est ça. En fait, on se pose plus la question. Mais non. Travail d'acteur. C'est pas la première pièce? Non, c'est la 4e, en fait. Il y avait eu une courte pièce avant, tu te souviens-tu? Chevreuil, oui! Ah! Fait que c'est la 4e, ouais. OK. Est-ce que c'est... Là, je le sais que... Oui, vous allez dire, oui, c'est un privilège. Bon, j'imagine quand même qu'il y a quelque chose de vraiment stimulant de replonger dans l'univers d'une autrice. Ou en même temps, est-ce qu'il y a un piège de ne pas refaire ce qu'on a fait, même si les pièces sont différentes? Ben oui, il y a un piège, mais en même temps, c'est du théâtre de situation, tu sais. Fait que moi, je me suis demandé là, s'il fallait que je compose pour cette pièce-là. Puis à un moment donné, j'ai fait « Ah non, je vais upstager l'écriture. » l'histoire avance, puis Catherine, elle a fait la job avant nous, puis c'est pas de la flagornerie, on le dit quand t'es pas là dans l'âge, Catherine, mais on est... D'ailleurs, on a un extrait, on l'entend voilà, pas. Exactement, c'est ça, des caméras cachées. Mais c'est ça, c'est du théâtre qui se raconte tout seul, c'est du théâtre qui se joue tout seul. Nous autres, notre job, c'est de trouver le ton, puis de tomber sur le bon poste, mais après ça...
toutes les pièces de Catherine, souvent, t'arrives, puis on fait souvent des longues runs. Là. On a beaucoup de représentations, ce qui fait que des fois, on peut arriver fatigué ou puis ça joue tout seul. Ça part tout seul. Est-ce qu'on a l'impression que... Là, c'est vraiment une question de newbie qui n'a jamais fait de théâtre. Est-ce qu'on a l'impression de rentrer dans des pantoufles connues? Forcément. Parce que c'est une autrice que j'ai déjà jouée. Oui. Est-ce qu'il y a des points de repère? Oui, il y a ça. Il y a ça, mais en même temps, on recommence à zéro parce que, bon, la situation? C'est quoi le... C'est ça, tomber sur le poste. Ouais. Parce que ça a l'air d'une écriture... comment je dirais... réaliste. Ouais. Puis finalement, quand tu te mets à la jouer, c'est pas du tout ça. Effectivement. Puis quand tu es assis dans la salle non plus. Non plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est des dialogues, c'est des conversations réalistes. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu peux tomber dans une espèce d'affaire de « Ah, OK, c'est facile à jouer, on fait un peu de la TV intelligente, mais c'est pas ça du tout, tu sais. » Cela dit, ton personnage est le plus normal. En fait, celui qui reste le plus normal le plus longtemps. Qui essaye, ouais. On pourrait dire Et en plus... c'est un producteur qui a de la difficulté à aller chercher son financement. Ouais. Chose que tout ou presque les artistes ont vécu. Il n'y a pas de grosse composition là-dedans. Là. Ben non, on est tous à plat ventre. On est tous à plat ventre. C'était quoi l'autre? C'était quoi le... PSPP nous l'a dit, hein? Oui, c'est ça, à plat ventre. Puis il y avait une autre caractéristique, je ne sais plus c'est quoi. Ouais. Fait que, oui, on connaît tout ça. Ouais, voilà. Mais j'ai l'impression aussi que ça parle quand même aux autres, aux non-artistes. Là. Oui. Est-ce que oui, vas-y, Catherine. Non, mais c'est parce que c'est le personnage qui s'accroche à un rêve, qui s'accroche à une vision de lui-même. Puis ça qu'on soit artiste, sportif ou même les gens se projettent. On a besoin de se projeter dans la vie. Fait que jusqu'à quel point il faut s'accrocher. Mais pour être un peu dans le milieu, c'est quand même du bonbon. Là. Oui, mais ça fait... C'est sûr, il y a de l'auto-référentiel aussi. C'est-tu la première fois que... T'as-tu l'habitude de faire ça? Non, pas du tout. C'est drôle. En fait, c'était juste... Ça me faisait beaucoup rire parce qu'évidemment, il y avait Steve et Isabelle qui ont joué dans Deux femmes en or, qui font référence à Deux femmes en or, mais c'est aussi parce qu'il y a une réflexion sur l'adaptation, le fait qu'on adapte des choses. Ben oui. Puis moi, j'adore faire des adaptations, mais je sais qu'il y a aussi, ça vient avec, il y a des préjugés sur les adaptations, comme si on fait des adaptations pour... Par paresse un peu. Par paresse ou par opportunisme. Alors que pour moi, en tout cas, les fois que je l'ai fait, c'était pas ça. C'est parce que je trouvais qu'il y avait encore quelque chose à dire avec ce là. Mais bref, on fait des blagues là-dessus, fait qu'évidemment, il fallait que j'ai pas oublié que j'ai fait des adaptations. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y en a plus présentement d'adaptation. Parce que plusieurs compagnies, plusieurs théâtres en font. Peut-être que cette illusion-là... Au théâtre, tu veux dire? Oui. Parce qu'au cinéma, il y en a toujours eu, puis dans ces comptes, ça fait 40 ans. Robert Morin a dit à mon podcast... Il a dit quoi? Le cinéma est mort à cause de ça. À cause des adaptations? Le médium est allé au bout de ce qu'il avait raconté. Mais c'est un autre sujet. C'est gros quand même. C'est un très bon sujet. C'est Robert Morin. Mais c'est Robert Morin, fait qu'est-ce que tu veux qu'on dise? On dit oui, on a pile. C'est ça, exact. Catherine, la pièce a été créée en 2022? Oui, mais au Petit Théâtre du Nord? Oui, première mouture. Mais ça m'intéresse parce que je ne l'ai pas vu. Et l'IA en 2022, est-ce que l'IA était déjà là? Parce que c'est quand même assez central dans ta pièce. En fait, c'était surtout le fait que les gens passent trop de temps devant leurs écrans. Tu sais, l'espèce de mode zombie là, qu'on vit un peu tous, puis qu'on regarde nos enfants vivre, puis on panique. Là. C'était de ça que ça parlait, mais il y avait pas autant de choses à dire sur le fait qu'on passe trop de temps sur nos téléphones. À un moment donné, c'était dit, fait que la pièce allait ailleurs. On était plus dans la comédie franche. Bref, c'était une autre mouture. Puis là, quand l'étincelle, pour moi, là, de l'angle de réécriture, c'est vraiment quand j'ai entendu que les gens se servaient de l'IA pour faire de la thérapie. Puis ça, j'ai fait « Ah, ça m'intéresse. Ça, c'est tout à fait le genre de truc que mes personnages pourraient faire. » Fait que là, c'est pour ça que là, après ça, j'ai eu l'angle pour réécrire. Puis ça a changé tellement de choses que ça a été une grosse réécriture. Il n'y a pas de réflexion sur l'IA et le remplacement de la culture en tant que telle dans la pièce. J'imagine que... Est-ce que ça vous préoccupe encore aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression que l'IA aussi, il n'y a pas d'essoufflement, mais notre rapport change. Et je pense que les gens commencent un peu à déchanter. Je ne sais pas si tu as cette impression-là. Même si dans la pièce, on n'est pas là-dedans du tout, là? Ben, en fait, on est comme déjà tanné du sujet. Je sais pas ce que ça veut dire, mais les gens l'utilisent beaucoup, là. Beaucoup.
comme pour des détails, moi, ce que je vois que j'avais pas vu venir, c'est à quel point on va être débordé. Tu sais, comme les courriels ont eu cet effet-là. Ouais. Les courriels ont fait en sorte ça a augmenté le niveau de communication, puis ça fait qu'on est toujours débordé. Puis là, ça devient facile. Un exemple, ça devient facile de créer un document de présentation pour aller présenter un projet quelque part. C'est comme l'affaire, IA est très, très bon pour faire ça. Écrire des dialogues un peu moins, mais un document, là, ce qu'on dirait un document de pitch, ça, c'est facile. Fait que ça va créer vraiment un gros trafic, je pense, à différents niveaux. Tu sais, les gens vont être surchargés de projets parce que ça va devenir facile, puis on va se perdre. Je pense que moi, c'est ce que je vois venir un petit peu. On va se perdre là-dedans, mais à suivre. Il y a aussi cette réflexion-là sur l'agentivité, le trop-plein d'agentivité. Je ne sais pas si on peut l'articuler comme ça. On a trop de décisions à prendre. Les personnages sont en réaction par rapport à ça, et l'IA devient une espèce de on sous-traite en fait cette agentivité-là. J'ai l'impression qu'en même temps, l'agentivité, c'est un concept qui est relativement nouveau dans le grand public, qui nous vient du féminisme, entre autres. Jusqu'à quel point, en regardant la pièce, je me demandais, on en a-tu trop tant que ça, en fait, de décisions à prendre? J'avoue que cette interrogation-là m'a traversé l'esprit. Mais je pense pas que c'est des grandes décisions. Je pense que c'est il y a plein de petites décisions dans une journée qui finalement épuisent. Et c'est aussi, on a l'impression qu'il y a une bonne décision. Puis ça l'IA contribue à cette idée-là qu'il y a une bonne décision. Donc la pression sur ces décisions-là qu'on prend devient... Tu sais, comme par exemple, Nathalie, dans la pièce, a changé 4 fois de divan parce que, tu sais, elle a l'impression que tout le monde regarde son divan. Tu sais, elle va le mettre sur les réseaux. Tu sais, il y a comme... Donc, c'est un petit peu comme si on accorde trop d'importance à plein de petites choses. Fait que je pense pas que c'est des grandes décisions, mais ça reste qu'on est épuisé. Puis il parle de la fatigue des gens juste parce qu'ils sont surexposés à toutes sortes d'émotions durant la journée. Ils voient des clips sur ce qui se passe en politique. Ils voient des clips. Ah, ça, c'est tellement mignon. Ça, c'est... Ce chemin-là qu'on fait, où on vit plein d'émotions, c'est épuisant. Puis depuis que j'ai pris conscience de ça, je l'observe. Si j'ai le malheur de m'accrocher les pieds sur Facebook, je sors de là fatiguée, mais j'ai rien fait. Tout à fait. J'ai rien, fait que c'est plus à ce niveau-là, je pense. Dans la première mouture, est-ce que l'idée des réseaux sociaux et de la représentation de soi-même qu'on donne et qu'on reçoit des autres et l'espèce de petite déprime qu'on ressent. Tu parles des 4 divans du personnage de Nathalie. Y a ça aussi un peu... Est-ce que c'était déjà présent dans ta première mouture? Oui, ça, c'était déjà présent. Ça, c'était l'espèce de sentiment de solitude, puis de non-accomplissement, puis de confusion liée à notre quotidien parce qu'on fait trop de place aux écrans. Ça, c'est quelque chose qui était là. Puis qui m'intéresse encore, qui est encore pertinent, même si c'est drôle parce qu'il y a tellement d'enjeux importants. On en prend conscience. Puis on veut plus en entendre parler, mais on l'a pas réglé. C'est pas réglé. Non, tout à fait. J'avoue que l'IA, moi, j'ai un rapport très étrange avec ça. Là, je sais que une pièce de théâtre dure un certain temps. L'aspect environnemental, est-ce que ça t'a traversé l'esprit quand tu t'es mis à travailler sur l'IA, si tu l'incluais ou non dans la réflexion de la pièce? Parce que ça aussi, ça risque d'être la finitude de l'IA, c'est que sur le plan environnemental, ils seront pas capables, en fait. Ils seront pas capables. Ben, en fait, j'avais écrit des blagues sur le fait que ça gaspillait de l'eau, mais en bout de ligne, on le sait tout. Puis il y a personne. Pas que tout le monde s'en fout, mais tout le monde s'en fout. Là. Non, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Fait que des fois, ça va tellement vite, puis les choses qui ont déjà été dites, l'humour aussi, il faut y aller avec la surprise. Fait que là, il y avait j'ai pensé qu'il y avait pas d'éléments de surprise à aller chercher avec ça, mais effectivement, c'est un grave problème. C'est ce qui préoccupe le plus mes fils qui sont des pré-ados. Ils veulent pas que j'utilise IA parce que ça gaspille de l'eau, puis ils me le disent. Là, puis eux, est-ce qu'ils l'utilisent? Non, parce que je contrôle encore leur... La chèvre. Pour le fun, donc quel âge? Tu réussis comment à les contrôler? Avec l'IA, j'imagine? Mais ils ont 10 et 12. Ils ont 10 et 12. Ah ouais, OK. C'est des comme pré-ados, là. Oui. Ouais, c'est encore... Oui, c'est encore jeune. C'est encore jeune. J'ai encore le contrôle. Ouais. Je veux qu'on parle, on va terminer avec ça. Faut parler d'Isabelle Brouillette. C'est une histoire complètement incroyable. Évidemment, de moucher de l'extérieur. C'était très touchant d'avoir joué avec tout ce qu'on a appris. Moi, je ne le savais pas. Vous le saviez peut-être, mais qu'elle joue dans une pièce qui s'appelle « Changer de vie ».
Tout ça a commencé, on était sur Deux femmes en or. Ouais. Puis au début des répétitions, Isabelle avait déjà mal. Ouais. Puis on s'est mis à tourner, puis à un moment donné, ça évolue, puis les nouvelles sont un peu weird, ce qui fait qu'à un moment donné, on arrive à Alma, puis Catherine, par hasard, vient à Alma parce que elle doit rencontrer des étudiants, puis c'est à Alma qu'Isabelle a la nouvelle que finalement, c'est un cancer. Fait que c'était bizarre que Catherine soit là aussi. Fait qu'on a comme vécu une affaire un peu très, très intense. En tout cas, puis de fil en aiguille, Isabelle est partie, on l'a remplacée, elle est allée se faire opérer, mais on a eu une lecture de changer de vie au mois de février, je pense. Oui. Février. Puis Philippe Lambert avait dit à Isabelle, on va t'attendre, ça va être un de tes objectifs de retour. Puis honnêtement, moi, quand on a fait la lecture au mois de février, je pensais pas qu'elle allait le faire. Je pensais pas qu'elle allait revenir. Elle était rendue trop loin. Puis en guerrière qu'elle est, c'est ça. Elle est revenue. Puis que ce soit autour d'un autre texte de Catherine, dans le même lieu à Licorne, il y a comme quelque chose de très... qui fait vraiment du bien. Parce c'était juste des défaites l'année passée. C'est comme une série de défaites. Puis là, on dirait qu'on a cette année, je dis on, mais c'est Isa surtout, là, mais tu sais, je veux dire, il y a comme un payoff là, qui revient, qui fait du bien, vraiment. Tu sais, des fois, on gagne. Des fois, on vraiment? gagne. Ouais. Là, elle a gagné, puis ça fait du bien de voir quelqu'un qui gagne de temps en temps. C'est très inspirant. Puis dans la salle, en tout cas, moi, je le sens, peut-être, je le sentais. En tout cas, moi, j'étais très ému, en fait. Oh mon Dieu, moi aussi. Ouais. Mais je pense que les gens l'aiment beaucoup, Isabelle. Là. Puis là, avec tout ça, là, j'ai l'impression... moi, je me disais, les gens vont venir voir la pièce. Est-ce qu'ils vont juste comme être devant « Wow, Isabelle est là », ils vont oublier d'écouter le texte. On l'oublie. Mais finalement, Isabelle vient chercher le public. Elle est incroyable. On finit par l'oublier. Ouais. Et la pièce se déroule. Puis à la fin, on est comme... Aïe, oui. Donc, effectivement, il y a des gens qui gagnent. Des fois, on gagne, tu sais. Puis, il me semble, moi, c'est-tu moi qui est tout le temps trop pessimiste ou on gagne pas si souvent, mais là, ça, c'est comme une victoire qui fait vraiment du bien. En tout cas, moi, la première, j'étais comme chapeau, tu sais, avec tout... Tu sais, on a commencé les répétitions. Isabelle, elle n'avait pas son épital, son nez. Elle n'avait pas, elle avait juste un pansement, là, tu sais, au niveau de l'air, au niveau de l'articulation. Elle n'était pas là encore, tu sais. En 2 mois, là, et demi, 3 mois, tout ce qu'elle a fait comme parcours, c'est hallucinant, là, tu sais. Puis d'être game, là, de le faire devant nous, là, tu sais, puis de nous inclure là-dedans, là, tu sais, elle était vraiment bonne. Faut aller voir la pièce. Est-ce que la pièce va tourner? Est-ce que vous le savez déjà? Oui, ça tourne. Ça va tourner. Partout au Québec? 2027. Automne 2027, c'est en train de se construire. Oui, puis on revient en septembre aussi, à la Licorne. Ah oui? Oui, c'est vrai. 3 semaines en septembre, exact. Puis tu travailles dessus sur déjà quelque chose? Je sais que c'est une question cliché, là, mais... oui, les projets qui sont pas secrets. Je travaille, en fait, j'ai fait une adaptation de Kamouraska de Anne Hébert. Fait c'est Mathieu Denis qui va réaliser. Donc, on travaille au financement de ça. Encore une adaptation. Encore une adaptation. Mais ça, c'était bien parce que... Au cinéma. Robert Morin avait raison. Non, mais le film, en fait, le film qui était très proche du roman a déjà été fait. Tu sais, il y a déjà, dans le sens que Anne Hébert avait fait le scénario de Kamouraska avec Claude Jutras à l'époque. Ils sont restés très, très collés sur le roman. Et donc, moi, quand on m'a approché pour que je fasse ça, moi aussi, je disais, ça a déjà été fait. Mais là, je me disais, j'ai relu le roman, puis j'ai fait, mais là, on peut prendre plus de liberté parce que le film hommage qui méritait d'être fait a été fait. Fait qu'on va vraiment ailleurs. C'est vraiment... c'est une comédie. Mais non. non, mais en fait... on va plus vers le côté politique de l'époque. Fait qu'avec Mathieu Denis, c'est vraiment un match incroyable. Hey, merci vous deux. Merci. Merci beaucoup. Je sais que je pourrais te faire comme les autres entrevues. Oui, puis toi, on peut te voir à la télé, mais vu que j'écoute pas la télé, je te demande pas. T'en as pas. J'ai pas de télé. Non. Alors voilà ce qui termine donc ce 17e épisode. Merci à Christophe Allaire-Sévigny. Merci pour cette enquête sur la ségrégation scolaire au Québec. Vraiment, c'est un must à lire pour se faire une tête, pour comprendre en fait non seulement qu'est-ce qui va pas, pourquoi ça va pas et qu'est-ce qui va faire en sorte que ça va être pire. Collectivement, il y a vraiment des enjeux
extrêmement important, puis Christophe l'a très bien dit à la fin. Donc voilà, merci aux gens de La Licorne, à Catherine Léger, à Steve Laplante, à Philippe Lambert qui m'a accueilli, avec Claudie Barnes. Merci. J'aime bien ces partenariats-là. J'aime ça parler de théâtre avec ces gens-là. Voilà. On va terminer en musique. Puis là, je cherchais une chanson qui fit avec l'éducation. C'était ça qui m'habitait beaucoup. Puis mon esprit étant fait comme ça, ça aurait été le fun d'une chanson québécoise sur l'éducation, mais j'en ai pas trouvé. J'ai quand même, puis là, ça va être un petit clin d'œil aussi à... On en a parlé dans l'entrevue au débat référendaire qui s'en vient. Je vais un petit peu faire du parasitage et nous ramener un succès souvenir canadien. Puis c'est ça, mon esprit est fait comme ça. Je me suis rappelé de cette chanson-là du groupe Rough Trade que vous rappelez peut-être les plus âgés. Groupe de New Wave rock, mais surtout New Wave, qui a eu une carrière assez éphémère, menée par Carol Pope, qui était quelqu'un avec un charisme certain. Moi, c'est sûr que j'étais jeune, quand ce succès-là, High School Confidential, est sorti, c'était en 83, 84, donc j'avais 12-13 ans. Bon, c'était ambigu, c'était pas une... en fait, on l'a su par après, mais elle était lesbienne, elle n'avait pas fait son coming out. Donc, elle n'avait pas du tout les codes, elle n'utilisait pas les mêmes codes de beauté que Madonna, puis The Bangles, et une attitude assez frontale, je dirais un charisme contenu. Et cette chanson-là, je comprenais pas les paroles, mais je sentais que c'était une chanson edgy. J'étais tout jeune, là. Et après ça, plus tard, j'ai compris que les paroles... High School Confidential, c'est un clin d'œil à un film qui est sorti dans les années 50. Il y a Jerry Lee Lewis qui a écrit aussi une chanson avec le même titre. C'est pas du tout une reprise. Elle reprend aussi l'espèce de fascination pour un des sex symboles de l'époque, qui est Mamie Van Doren. C'est de cette espèce de modèle féminin dont elle parle dès le début de la chanson, puis qu'elle dit dans le fond que cette beauté-là, son corps twitch dans ses jeans. Et vu que c'est une femme qui chante, mais à l'époque, il y avait un certain puritanisme, mais bon, on n'était pas non plus naïfs, mais je pense que les gens se sont dit, se met dans la peau d'un homme qui est vraiment en pamoison devant ses pin-up des années 50. Et il va y avoir même, plus tard, plus loin dans la chanson, elle parle de Make My Jeans Scream. Et ça va créer un mini-scandale à l'époque, c'est-à-dire que la chanson va être censurée. Et il y a même le poste, la station FM numéro 1 au Canada, probablement à l'époque, et à Toronto, Chum FM, qui va lui demander, en fait, il va payer pour réenregistrer une version, parce que visiblement, ils aimaient la chanson, mais ils voulaient pouvoir la passer avec des paroles plus soft. Alors, c'est quand même comique. Et ça se passe dans une école, puis on peut présumer que c'est probablement dans une école publique, parce que c'est pas le genre de pensée, sûrement, qui occupe les gens en cheminement particulier. En même temps, je ne sais pas. Alors voilà, c'est là-dessus qu'on se quitte, chers amis, pour clore donc cet épisode avec Rough Trade, groupe canadien des années 80, High School Confidential, qui a, cela dit, une bonne tune aussi. C'est pas juste pour l'anecdote, là, c'est une bonne chanson. Voilà. Bonne semaine tout le monde. She's a cool